Chers spectateurs, soyez bénis. Vous êtes devant la chaîne officielle du Vatican et du vrai pape, de la fausse nouvelle bien entendu, en compagnie du cardinal Laurent Fent, qui a pris de la promotion depuis la dernière fois. Il a fait ses 7 ans de séminaire plus toutes les années en l'espace de 2-3 mois. Voilà, et ça fait pratiquement 1 an que nous avions fait la revue de presse ensemble, puisqu'on l'avait fait sans le faire exprès d'ailleurs, le jour de la Saint-Pierre, on l'avait enregistré le jour de la Saint-Pierre. Eh bien, dans cette revue de presse tout à fait extraordinaire, je tiens à le préciser parce que là, la synchronicité des événements... Ah oui, on ne pouvait pas l'inventer, on ne pouvait pas le faire. Même si on avait voulu l'imaginer, même dans un roman de science-fiction. Je crois qu'il faut être pape pour ça. Ouais, il faut être pape. Précisons que ma tenue a été financée par les lecteurs de la revue de presse. Donc une double bénédiction sur vous, chers lecteurs. Nous vous en remercions. Et une bénédiction, bien entendu, spécifique. Je tiens, puisque ça c'est la bénédiction et la salutation de Saint-Pierre, le vrai. Donc sur tous nos lecteurs et sur tous nos spectateurs pour les remercier de leur fidélité. Et je tiens à remercier, bien entendu, tous les lecteurs qui sont venus à Colmar le samedi, le 26, bien entendu, les lecteurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Châteaudun. Vous étiez très très nombreux à Colmar, c'était incroyable, incroyable. C'est toujours un bonheur et je vous retrouve bientôt à Paris. On a réussi enfin à caser une date, c'était pas du tout évident. Mon cher cardinal Fent. Oui, Saint-Père. Le pape, l'usurpateur, on a des biscuits d'ailleurs sur François, mais le pape François Zéro a pondu une bulle papale, c'est le cas de le dire, sur les CDS, les crédits défaut swap, que nous avions traités, nous, il y a quasiment 10 ans. Vous vous rendez compte? Oui. Et là, on prend tous nos spectateurs, lecteurs à témoin, c'est quand même invraisemblable que le pape se penche sur les CDS de Blight Masters. En fait, le pape a condamné les CDS. Incroyable, mais vrai. Votre commentaire, parce que vous êtes mon complice, on va dire, depuis 10 ans. Alors déjà, je trouve très intéressant qu'il était prévu pour les internautes que Saint-Pierre, ici présent, se pare de la robe du pape. Bien avant cette information. Cette information tombe pile poil au regard de nos costumes. Si vous avez suivi Notre-Dame de l'Apocalypse avec Pierre Jovanovic, vous avez pu lire qu'il y a un dernier pape et que le dernier pape sera appelé Saint-Pierre. Ou Pierre II. Ou Pierre II. Oui, Pierre II. Mais le voici. Oui, non, mais je précise que je suis effectivement Pierre II. La fin. Parce que mon père s'appelait Pierre, donc déjà. Et je précise, je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais que cette tenue est la vraie tenue de rechange du pape François. Il se trouve qu'on a la même taille d'ailleurs. Et que je l'ai trouvé donc à Rome chez le faiseur, chez le tailleur du pape, monsieur Manoncelli. Donc avec ceci, je rappelle, elle est une croix d'un vrai prêtre et d'un prêtre pêcheur, c'est-à-dire qu'il était sur un bateau. Il donnait les bénédictions aux soldats, etc., qu'on transportait un peu partout pendant la guerre d'Algérie. Et j'ai la bague de Saint-Pierre, la totale. Donc, normalement, en toute logique, l'esprit devrait souffler sur vous, chers spectateurs. Et à nouveau, bénédiction sur vous. Bénédiction sur vous, sans dents, les pauvres, les abandonnés de la finance. Puisque aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il y a eu un coup d'État en Italie et c'était un coup d'État des financiers. On va y revenir. Mais avant toute chose, le pape condamne les CDS de Blight Masters. Alors, moi, question, forcément, Saint-Père, mais pourquoi 10 ans après condamne-t-il les CDS? Qu'est-ce qui s'est passé dans, je sais pas, l'environnement du Vatican pour que, d'un coup, le pape François se dise « Tiens, on va condamner les CDS ». Tout simplement parce que le pape vient d'Amérique du Sud, si mes souvenirs sont bons, il est argentin, on est bien d'accord, et que l'Argentine va faire faillite je pense dans les semaines ou dans les mois à venir, puisque les finances du gouvernement sont à zéro, la monnaie ne vaut plus grand-chose, ils ne sont pas encore au niveau du Venezuela. Au Venezuela, en ce moment même, c'est Weimar. Le Venezuela socialiste semble à la dérive. Avec la chute des prix du pétrole, les caisses de l'État sont vides. L'économie subventionnée a cessé de tourner et l'inflation est la plus forte du monde. Acheter sa nourriture relève du combat quotidien. Je suis sortie de chez moi à 4 h du matin, j'ai fait plusieurs endroits pour rien. Tout ce que j'ai pu acheter, c'est un paquet de farine de maïs, rien de plus. Il faut qu'on en finisse. Celui qui doit partir, partira, on va le virer du pouvoir. En attendant, la crise
touche toutes les classes sociales. Jusqu'à l'année dernière, en cumulant 4 emplois, je gagnais environ 300 $ par mois. Cette année, toujours avec 4 emplois, je ne gagne plus que 100 $ et ça va encore diminuer à cause de la dévaluation de notre monnaie. C'est ce qu'a connu Hitler sous la République de Weimar. Aujourd'hui, au Venezuela, les gens, pour payer une baguette, pas une baguette, mais du pain, en fait, ils arrivent avec des billets scotchés. Et donc, le boulanger pèse les liasses de billets. Donc, si le grammage, le poids correspond au prix du pain, il accepte le paiement. Donc, il va de soi que les Vénézuéliens, les Argentins se sont lancés à fond, bien entendu, dans la collecte du dollar, enfin de l'euro, etc. Et surtout, bien entendu, dans les crypto-monnaies. Donc, ceci explique cela, parce que l'Argentine va faire un grand défaut. Donc, il est un peu concerné, parce qu'il connaît quand même c'est le pays. Et donc, il s'est fait il s'est fait expliquer le pourquoi du comment, puisque c'est les CDS, les crédits défaut swap, le prix du défaut de paiement sur l'Argentine est parti en flèche. Et donc, il nous a sorti, alors tenez-vous bien, vous allez le voir derrière nous. Alors, le PDF existe en français, il a été traduit entre-temps. Je remercie d'ailleurs les lecteurs qui me l'ont donné. Ça s'appelle Economicae et Pecuniarie Questiones. Traduit, Dieu merci, c'est le cas de le dire. Donc, il condamne les crédits défaut swap. Alors, il nous explique que ce sont des contrats d'assurance sur le risque de banqueroute. Oui, bah oui. LOL. Donc vous pouvez retrouver notre vidéo sur Blight Masters, vous avez toutes les explications, et qui permet donc de jouer sur le risque de la banqueroute d'un pays, enfin d'une tierce partie. C'est quand même là, le Vatican se penche sur les CDS, c'est phénoménal. Ils auraient pu le faire bien en amont, notamment lorsque le pape Ratzinger est parti. Bah, ils auraient pu le faire au moment de la première crise financière. 2008. Et attends, ils auraient pu le faire au moment où le moins 777,7 s'est affiché à Wall Street quand même. Déjà. Et d'autant plus quand Ratzinger a demandé à ne plus être à la place du trône de Saint-Pierre. Exactement. Oui, exactement. Je précise, parce que vous avez les preuves, puisque c'était une émission que Laurent et moi avions faite ensemble, et que j'avais expliqué à l'antenne de la radio ici maintenant, 1 an jour pour jour d'ailleurs, là aussi c'était intéressant, que le pape Benoît XVI, donc si mon explication était valable de l'Apocalypse de Jean, que le pape Benoît XVI allait se faire virer, éjecter du Vatican. Là aussi vous avez l'enregistrement qui est disponible sur YouTube. Mais mon cher Laurent, il a fait une autre chose. Il n'a pas parlé que des CDS, il a parlé du Libor. Le pape qui parle du Libor, énorme. Un pape qui s'intéresse à l'économie. Oui, donc sachant que le Libor a été bidonné depuis toutes ces années. Il va vous faire concurrence, Saint-Père. Il va nous faire concurrence, il va nous faire concurrence, absolument. Les bras m'en tombent, c'est le cas de le dire. Mais après tout, le pape n'a que 10 ans de retard sur les événements financiers, ce qui me permet de dire que l'esprit souffle plus de notre côté que du sien. Ça, c'est une évidence, première chose. En 2027, il nous sortira peut-être une encyclique sur le moins 777 de Wall Street, et il ne lui reste plus qu'à passer Blight Masters à l'Inquisition. Et oui, et lui faire avouer sa relation avec le diable en suivant la procédure établie par le marteau des sorcières. Tu connais ça, le marteau des sorcières? Non. Alors, le marteau des sorcières, c'est un livre dans lequel on déroule donc des curés, des prêtres, propres sur eux et tout, attention. Donc, ils ont établi des séances de torture, à côté desquelles celle de la CIA s'est fait vraiment... c'est pour des enfants de cœur, quoi. Si mes souvenirs sont bons, 16e, on pourra vérifier. Donc, pour torturer toutes celles qui étaient considérées comme des sorcières. Alors, notamment, donc, il y avait d'abord les marques sur le corps, c'est-à-dire les taches de vin, et les tortures qui montent en puissance jusqu'à faire... Alors là, même celles qui ne l'étaient pas finissent par avouer juste pour avoir la paix, quoi. Mais elles finissaient brûlées. Et à ce sujet, d'ailleurs, à propos du marteau des sorcières, alors il y a un auteur finnois, Mika Waltari, qui a écrit un très très bon livre, enfin un roman plutôt sur le sujet, qui s'appelle L'escolier de Dieu. Je vous le conseille parce que c'est remarquable, et d'ailleurs il parle lui aussi du marteau des sorcières. Et donc, finalement, notre revue de presse où j'étais habillé en pape, il y a 1 an, grosso modo, elle était plus que légitime. Mais on n'aurait pas pu l'inventer, ça. C'est quand même incroyable. Puisqu'on parle des CDS et des dérivés financiers, je fais une parenthèse, pour vous dire à quel point le marché financier sont toujours dans une crise absolument phénoménale. Le géant américain General Electric envisage de déposer le bilan de sa filiale spécialisée dans les subprimes. C'est trop fort. Il faut dire qu'en ce moment, plus personne ne sait quoi faire pour essayer de dégager quelques bénéfices. C'était entre autres sur Le Point, donc merci à notre lecteur Hubert. Alors mon cher Laurent, avec votre expérience, mon cher cardinal, qu'est-ce que ça vous inspire, ce pape qui condamne les CDS, qui condamne le Libor,
d'un seul coup qui se réveille. Enfin, c'est quand même énorme, parce qu'il attire quand même l'attention de 2 milliards de catholiques sur les produits financiers, sur les dérivés. Bon, même s'il a 10 ans de retard, comme on dit, mieux vaut être en retard que jamais. Oui, mais pour moi, c'est comme si la flamme se ravivait avant de s'éteindre totalement. Et le fait que le pape, à mon sens, dénonce, entre guillemets, le scandale des CDS ou du Libor, c'est comme si, pour moi, il disait, voilà, ça va s'écrouler, et on souhaite, le Vatican, garder une sorte de légitimité pour peut-être ce qui pourrait s'en suivre. Et vu qu'il y a de nombreux grands économistes aujourd'hui qui disent que de toute façon, 2019, ça risque de s'effondrer. Qu'adviendrait-il si, dans ce genre de situation du Vatican et de la crise qui survient au sein même du Vatican, de toute façon depuis bon nombre d'années maintenant, et c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'en fait, depuis toutes ces années, en fait, ils n'ont fait que tout mettre sous le tapis. Hein, on l'a vu, on le voit, tous nos lecteurs le voient dans... C'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs à Colmar, c'était très intéressant. Les banques, les gouvernements ont mis la crise, entre guillemets, tous les signes vraiment violents, ils ont tout mis sous le tapis. Ils sont en train de détruire la classe moyenne, hein, les salauds de pauvres, hein, les retraités, salauds de retraités, les sans-dents. Hein, ils leur suppriment l'APL, par exemple, hein, M. Macron. Hein, Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux ruissellement? Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à la cordée. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Et en même temps, il nous explique qu'il n'y a pas de crise. Sauf que, aujourd'hui même, à l'heure précise, à la minute même, comme on dit, certaines disent au jour d'aujourd'hui, et à la minute de la minute et à l'heure de la seconde, etc. En ce moment même, sur toutes les places financières, c'est un véritable bain de sang à cause du coup d'État, de ce qui s'est passé en Italie. 3 mois après les élections législatives, l'Italie a enfin un gouvernement. Le nouveau Premier ministre Giuseppe Conte, un juriste de 53 ans, prend la tête d'une équipe de 18 ministres, dont seulement 5 femmes. Il entend mettre en place un programme qui tourne le dos à l'austérité, mais qui garantit le maintien de l'Italie dans la zone euro. C'était la condition posée par le président Mattarella avant de donner son aval à ce gouvernement populiste, incarné notamment par Matteo Salvini, le chef du parti d'extrême droite, nommé à l'intérieur. Il prône un tour de vis sécuritaire et une politique anti-migrants. L'autre pilier de ce gouvernement, Luigi Di Maio, chef du mouvement 5 étoiles, devient ministre du Travail et du Développement économique. Il veut instaurer un revenu universel pour les plus précaires. Et alors, on va évidemment aborder ça. Hein, nous sommes légitimes, hein, n'est-ce pas, mon cher cardinal. Et là aussi, les médias mainstream ont mis longtemps avant de donner les nouvelles de ce qui se passait et de ce que demandait le nouveau gouvernement, entre guillemets, des deux extrêmes, gauche et droite, arrivé au pouvoir avec combien? 70%? 70%. J'étais à Rome à ce moment-là. J'étais à Rome pour les élections. Ouais. Hein, vous pouvez retrouver ma revue de presse avec Martial Bild, justement, sur TV Liberté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 70% de la population des Italiens ont voté contre l'Europe. Hein, on fait simple. Alors, j'ai titré ça « Mort de la démocratie en Italie via son président collabo de Bruxelles ». Dans un revers cinglant de la situation dont l'Italie a le secret, le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Mattarello. Mattarella. Bon, pour une fois, ça se termine en A. Qui n'est là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Et qui n'a jamais été élu par le peuple, précisons-le. Ce sont les députés, les sénateurs, je crois, qui l'élisent. Et donc son élection date des majorités précédentes, bien antérieures. C'est ça le plus très important. Ouais. Oui, bien sûr. A mis son veto à la nomination du Premier ministre choisi en commun par 5 étoiles, la Ligue et le parti de Berlusconi, qui, rappelons-nous, ont recueilli donc 70% des voix anti-européennes. Plus on est attaqué, plus je suis motivé pour continuer avec ce gouvernement. Les gens qui nous attaquent démontrent que nous sommes sur la bonne voie, celle qui nous permettra de renvoyer à la maison ces proxénètes qui vivent grâce à notre argent depuis 20 ans. C'est énorme, c'est une... Ça s'est passé le week-end dernier, et donc devinez ce qui s'est passé, les Italiens n'ont eu qu'un seul tort, voter contre l'Europe. Les journaux payés par Bruxelles vous expliquent que c'est parce que le CV du juriste Giuseppe Conte, professeur de droit à Florence, a été bidonné. Donc cet homme avait été choisi par les deux, absolument, au bout de 2 mois, voilà. Pour les représenter... pour le Premier ministre. Voilà. Premier ministre. Et surtout parce que la Lega et 5 étoiles voulaient comme ministre de l'économie Paolo Savona, âgé de
81 ans. Ouais, c'est très important parce que Paolo Savona, donc professeur d'économie lui-même, donc s'est toujours battu contre l'euro. Voilà. Il a toujours dit que l'euro c'était une monnaie bidon et que ça n'avantageait que l'Allemagne et que l'Italie en paierait les frais. Là, on y est. Il a dit ça il y a 20 ans. Hein. Il a toujours continué à le dire. Hein, donc c'est pas un économiste comme ça qu'on sort de son chapeau. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu des arguments extrêmement techniques et structurés et il n'a jamais dévié. Il n'a jamais, contrairement à Marine Le Pen et à tous ceux qui et à Philippot. Enfin bon, bref, tout le FN, hein, ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule tous les 15 jours. Voilà. Donc forcément, les Italiens voient ça comme un déni de démocratie, une trahison. Oui. Envers le vote du peuple. Bah, bien sûr, à quoi ça sert sinon on demandait au peuple de voter, de venir voter et ensuite on dit bah non, finalement votre choix ne nous intéresse pas parce qu'il ne plaît pas au marché financier. Sous des raisons fallacieuses. Alors, ce qui est intéressant là pour le coup, c'est que on a, via cette situation qu'on décrit, une situation totalement explosive. Ah, mais énorme, énorme. À savoir qu'il y a de cela quelques temps, quand ces trois partis sont arrivés et ont constitué les membres de leur gouvernement, ils souhaitaient que l'Europe annule 250 millions de dettes. Milliards. Oui, on n'est plus là. De dettes italiennes. Ouais, exactement. Parce que c'était de la fausse monnaie déjà. Voilà. Et le droit de battre à nouveau monnaie, la fameuse lire. Et retournement de veste, pour le coup, là, qui a eu lieu là, il y a quelques jours. Absolument, bah, ce week-end. Le gouvernement italien a décidé d'annuler la demande, d'annuler la dette, ou les 250 milliards. Ouais, on va dire, ils ont changé de leur fusil d'épaule, là aussi, ils ont mis ça en veilleuse. Ça sent Tsipras 2. Et en fait, tout ça parce que pour sauver les marchés financiers. Et c'est ce qu'a dit Salvini, forcément. Il a dit « Nous ne sommes pas les esclaves des Français hein, », en répondant à Monsieur le maire et à Macron. « Nous ne sommes pas les esclaves de l'Allemagne, de Angela Merkel et de l'euro et de la Banque Centrale Européenne. On les emmerde. » Grosso modo, c'est ce qu'ils ont dit. Pardonnez mon « excuse my French », comme on dit. Je me demande si nous sommes dans une démocratie. Est-ce que les Italiens décident en Italie ou bien les Allemands ou les Français? Le lobby européen, les fascistes, hein, parce que maintenant je les vois comme des fascistes. C'est le cas. Les Français ont voté non à l'Union européenne. Nicolas Sarkozy a fait passer le traité de Lisbonne et les Français se sont fait avoir. Hein, voilà. Donc déjà, Nicolas Sarkozy, espèce d'enfoiré, un menteur, voleur, voilà, déni total de démocratie. Passons. Je crois que c'est les Hollandais, les Danois qui ont été obligés de revoter hein, parce que leur premier vote ne pesait pas à l'Union européenne. Et voici maintenant le dernier épisode, un coup d'État, mais là ça se voit vraiment trop. Et toute la presse anglaise, allemande et bien entendu les partis politiques, là ils sont allés trop loin. Alors tiens, je vous montre ça. C'est un commissaire de l'Union européenne, Monsieur Oettinger, je crois, qui a donné une interview à Strasbourg. Donc c'est en allemand, hein, mais je vous donne la traduction de ce qu'il a dit. Les marchés vont donner une bonne leçon aux Italiens pour leur apprendre à voter comme il faut. Mais donc maintenant, vous voyez, le commissaire, un commissaire politique... Un commissaire politique, oui, c'est un côté stalinien, hein, c'est très net. Donc les commissaires qui n'ont jamais été élus, bien entendu, et qui disent on va apprendre aux Italiens à voter correctement. Mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Les marchés vont dire aux Italiens comment voter correctement. Mais la politique de l'Italie ne se fait pas dans la corbeille, comme disait De Gaulle. Hein, la politique de la France ne se fait pas dans la corbeille. Mais maintenant, nous avons... Voilà, les Italiens ont un traître, il s'appelle Mattarella. On a un traître aujourd'hui au pouvoir. Enfin, on en a déjà eu 3. Hein. On a eu Sarkozy, Hollande, et maintenant on a Macron. Alors Macron, lui, c'est... Alors, lui, c'est la totale. Hein. Il veut même un ministre des Finances économiques global qui ne prendra des décisions que pour les biens de l'Union européenne et pas du tout pour les Français. Et alors, deuxième chose, pour que vous compreniez tout ça, c'est un graphique que Bloomberg a fait. 140%, c'est le ratio de la dette par rapport au PIB italien. Donc, vous voyez que les Italiens sont endettés à 140% de leurs revenus. Ils gagnent 100, mais ils doivent rembourser 140. Donc, tout va bien. Mais là, ce que Bloomberg a calculé, c'est le coût de la dette. Hein, parce qu'il faut financer les bons du trésor de la dette. Hein, le bon du trésor, c'est la dette que le peuple italien emprunte sur les marchés. Voilà. Là, on a un graphique qui dit, alors c'est le scénario avec 3,5%. La dette à 5 ans, 10 ans, peu importe. On va dire que le coût moyen est de 3,5%. Mais si tout déraille d'un coup, comme c'est en train de se passer en ce moment, eh bien, on arrive effectivement, on remonte, l'endettement de l'Italie va augmenter de manière massive. Rappelle-toi, mon cher Laurent, on avait chroniqué, nous, sur la radio, sur la revue de presse, bien sûr, et sur la radio, la Grèce était obligée de payer des taux d'intérêt de 40, 45, même 60%
pour des bons du Trésor à 6 mois ou 1 an ou à 3 ans. C'est absolument criminel. Et je crains malheureusement pour nos amis italiens que c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc c'est la mise en esclavage par la dette. Et d'ailleurs, il y a une info là, si tu peux la lire. Déjà, à cause de la dette italienne, les Italiens ont été dépecés de leur trésor. À quoi sert la mise en esclavage d'un pays par la dette? À lui voler ses industries. En France, les exemples récents sont bien entendu Alstom, Saint-Gobain, GEM+, France Télécom, Alcatel, FCR, etc., etc. Mais du côté de l'Italie, c'est son industrie automobile qui en a surtout fait les frais. Ainsi, Volkswagen a récupéré intégralement Lamborghini et Bugatti. Mercedes a racheté Augusta, réputé constructeur d'hélicoptères, et Chrysler appartient aux Américains, via un paravent installé en Hollande. Exactement. Voilà, donc il n'y a Fiat, que... techniquement, Fiat appartient à des Hollandais, qui font des gros bénéfices. Chrysler Automobile. Voilà, Fiat Chrysler Automobile. Donc il n'y a pour l'instant que Ferrari qui a su échapper à tous ces chacals. Et encore, apparemment. Et encore, j'en suis pas certain. Mais je tiens à rappeler, parce que là aussi, nous l'avons chroniqué tous les deux, c'est que Berlusconi a été poussé à la démission parce que la Banque Centrale Européenne a fait artificiellement monter les taux d'intérêt sur les bons du Trésor italien. La BCE, donc les pourris de Francfort, Monsieur Mario Draghi et compagnie. À l'époque, c'était pas Draghi qui était là, c'était Tricheur. Monsieur Trichet, Jean-Claude Trichet, celui qui était mouillé à fond dans l'escroquerie du Crédit Lyonnais, je le rappelle. Bon, passons. La BCE, donc Trichet, qui porte vraiment définitivement bien son nom, a demandé même aux Américains de participer à la ruée pour tabasser les bons du Trésor italien, pour forcer Berlusconi au départ. Et il l'a obtenu. Mais la réponse de Tim Geithner, qui à l'époque était le patron de la Fed de New York, tu t'en souviens, tu l'as? Eh bien, Tim Geithner a répondu à Bruxelles en disant « Nous ne voulons pas avoir du sang sur les mains ». Voilà. Et donc, attends, ça veut tout dire. Donc, au moins, Geithner a été, on va dire, honnête sur cette opération. Mais tous les traders qui ont joué, qui ont parié sur l'Italie, qui ont fait monter, parce que mine de rien, cette affaire pour faire partir Berlusconi, ça a coûté quand même au moins, à vue de nez, je dis 800 millions au peuple italien, en taux d'intérêt. C'est pour ça que Berlusconi ils se sont entendus entre eux pour faire partir Berlusconi. Et M. Juncker, excuse-moi, parce que tu as un commentaire là-dessus, mais M. Juncker a déclaré, j'avais vu Ambrose Evans Pritchard dans le Télégraphe de Londres l'a repris il y a encore quelques jours, M. Juncker, banquier, président de l'Union Européenne, je précise, c'est quand même, c'est pas rien. Santé, Jean-Claude. Il arrive, et il va littéralement l'étouffer. Et être un peu familier. Il va lui taper sur la poitrine. Bam! À lui, il va se permettre de lui remettre sa cravate. Voilà, toi, je te remets ta cravate en place. Tiens, voilà, parfait. Bien. Avec un autre, il compare sa cravate. Tiens, ma cravate. À un commissaire européen, il tire carrément dessus. Chla! Le grec Tsipras arrive sans cravate, donc du coup, tiens, je te mets une cravate, c'est rigolo, et je te mets 2 tapes dans le dos. Et de la gifle à la mandale, il n'y a qu'un pas, regardez. Il a déclaré, dans notre cave, nous avons des outils de torture pour les pays récalcitrants. C'est pas énorme ça? Et on revient au CDS, tout à l'heure, au marteau des sorcières. Eh bien, M. Juncker a son marteau des sorciers, pour le coup. C'est la curie. C'est la curie. Bien. Paix sur toi. C'est la curie. L'esprit souffle sur cette émission. Le feu aussi, Ça s'en souffre un petit peu en même temps. Mais ça sent le souffle, mais enfin pas ici, mais, mais dans les banques. D'ailleurs, je rappelle que le symbole absolu de toute cette crise, c'est la banque Montepaschi. D'abord, c'est la plus vieille banque du monde, et que c'est, pour vous montrer le stress qu'il y a dans les banques aujourd'hui, ils ont été obligés de tuer leur propre directeur de la communication au sein même de la banque. Vous retrouverez mon reportage et tous les articles que j'avais fait à Sienne. Excuse-moi, donc tu voulais commenter un point? Oui, c'est juste préciser que si vous avez bien écouté ce que vient de nous dire notre très cher Saint-Pierre, eh bien, c'est que Berlusconi, dans cette histoire, il a beau être l'homme amoureux des femmes, de l'argent, etc., mais il aime surtout son pays. Absolument. Et qu'il a essayé, parce que chacun a des agendas, il a essayé de joindre... Sauver son pays. Oui, et puis d'un côté, mélanger les torchons et les serviettes, bref, pas facile de faire le grand écart.
Parce que autant il bénéficie du système en lui-même, autant si à un moment donné il ne sert plus le système mais les intérêts du système, ça devient compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que rien n'est blanc ou noir, donc manichéen, et que le diable se cache dans les détails, chers internautes. Donc de regarder... Phrase fétiche de Blight, elle revient, hein. Hello Blight, bonjour, bénédiction sur vous, voilà, benediction. Ne soyez pas trop dans le jugement, observez juste la partie d'échecs qui est en train de se jouer et de voir les différents acteurs, voilà. Merci Cardinal Fent, vos lumières sont toujours impressionnantes. Lumière et espérance. Voilà, donc Juncker a tout dit, hein. Donc il a des instruments de torture. Hein, voilà, c'est l'Inquisition européenne. Ça y est, maintenant nous sommes officiellement dans un système fasciste. Alors c'est soft, hein, bien sûr, mais on a des biscuits, on a des éléments. Vous allez voir que cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer, hein, les 10 jours qui viennent de passer, sont absolument extraordinaires parce que vous voyez que la démocratie s'étiole dans tous les pays. Mais vraiment partout. Et, mais avant d'aborder ce sujet, bénédiction sur vous, tous, toutes, que l'Esprit Saint vous accompagne. Nous allons voir que l'Italie n'est pas le seul problème qui leur tombe sur le bras aujourd'hui sur les marchés financiers, qu'ils crèvent, les enfoirés. On a l'Espagne. Dans la série « Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais », vous aurez compris qu'il s'agira tout de suite de parler de Mario Rajoy. À la crise financière italienne s'ajoute maintenant l'Espagne pour cause de corruption de Mario Rajoy. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'Espagne vit en ce moment un scandale politique qui met en cause le Premier ministre Rajoy dans une affaire de fausses factures finançant son parti politique. Tiens, des airs de copier-coller avec la France. Ça sent le soufre, je sais pas pourquoi, ça sent le soufre. Le diable est dans les détails, mais là, le diable est surtout dans les factures. Hein. Un air de déjà-vu. Non mais c'est dingue. Non mais attends, pas un mot sur BFM VC. Rien. Ben, BFM VC, pourri. Hein, suppôt de Satan. Pareil pour VC News. Pareil. VC News, suppôt de Satan. Hein. En tant que Pierre II, je l'ai maudit, qu'il brûle en enfer. D'ailleurs, je suis même pas certain qu'ils y arrivent en enfer, parce qu'ils sont tellement pourris que même le diable en voudra pas. Bah oui, ils ont beau se revêtir pour paraître de blanche colombe, non. Blanchiment d'argent, oui. Fausse facture, oui. Bilan bidonné par des comptables complaisants, oui. Rien que ça. Chose que les Espagnols n'ont pas appréciée, bien évidemment, étant donné que le même Rajoy leur avait imposé une austérité féroce. Ah bah oui. Du coup, les marchés financiers, déjà terrorisés par ce qui se passe en Italie, on vient d'en parler, ont failli tomber dans les pommes quand la nouvelle est tombée sur les agences de presse. De nouvelles élections en Espagne maintenant, c'est la seconde lame. Il va de soi qu'aussitôt les CDS sur les bons du Trésor espagnol ont augmenté. Toujours la même arme. Ah bah, la même chose. Tout comme les taux sur les mêmes bons. Excuse-moi t'interrompre 2 secondes. Tout ce qu'on vient de dire sur l'Italie, sur la hausse des taux des bons du Trésor, etc., eh bien, vous allez voir la même chose en Espagne. C'est-à-dire que là, c'est la double punition. Ce qui est intéressant, c'est que, ça m'épate, c'est que ces mecs-là, Rajoy, qui impose une austérité féroce comme Macron sur le peuple espagnol, et le mec, lui, truand de ses factures, il se prend des valises de billets, etc. Et là, ça passe pas en Espagne. Et donc, il n'aura pas le pouvoir parce que tous les partis politiques se sont mis d'accord pour le bloquer à l'Assemblée nationale. Donc, il ne peut plus gouverner. Donc, il y aura 2 élections en Europe. 2 élections. En Italie, en Espagne. Et je peux vous dire que le peuple en a marre des politiques et de la politique européenne et de tous les migrants, bien sûr. Hein, parce que, tu as vu, on nous a présenté, on a eu un espèce de migrant là qui, manifestant, est parfaitement entraîné pour grimper sur les balcons. Je ne sais pas. Moi, personnellement, si l'histoire est vraie ou pas, moi je la trouve Non mais magnifique. peu importe. Après, non mais on est d'accord. Ce que je supporte plus, c'est parce qu'il y a quand même tous les jours des pompiers qui sauvent des gens, qui font des actes de bravoure. Hein, il y a un type qui a sauvé un couple, etc. Là, les médias n'ont rien fait. Donc c'est abusé. Sous prétexte que c'est un migrant. Bien sûr. Non mais, enfin bon, je ne vais pas m'énerver. Stop. En tout cas, pour compléter cet article que je viens de vous lire, on a appris donc vendredi dernier, très tard, que les 3 principaux partis politiques espagnols voteront contre le Parti populaire de Rajoy, mettant donc celui-ci dans l'impossibilité de gouverner et donc de déclencher de nouvelles élections. Absolument. Et appréciez la menace de Rajoy. Vous allez voir cette menace-là, vous l'avez déjà entendue en France ou ailleurs. Vous mettez en danger la reprise économique en Espagne. Lol, non, c'est énorme. Le mec, il se fout du monde. Attends, les Espagnols, ça fait 10 ans qu'ils sont bouffés par la crise. Ça fait 10 ans. Dans la ville de Moula, il y a 3 fois plus de demandeurs d'emploi qu'avant la crise. Face à eux, les conseillers du Pôle emploi espagnol sont désarmés.
2 offres d'emploi et pas une de plus à proposer aux 180 personnes qui défilent ce matin dans une agence que la crise a rendue trop exiguë. On ne sait pas quoi dire aux gens. On essaie de leur donner d'autres outils qui cherchent ailleurs, sur Internet par exemple. Il y a beaucoup de gens désespérés qui restent ici de l'ouverture à la fermeture et qui veulent trouver un travail même si ce n'est que pour 2 ou 3 jours. Mais il n'y a jamais eu de reprise. Il n'y a jamais eu de reprise. C'est incroyable. Pas sous l'égide de l'Europe. Mais c'est invraisemblable, c'est du délire. Donc le mois de septembre-octobre, là, se présente, mais alors d'une façon extraordinaire, quoi. C'est 2 élections. Alors ça va être intéressant de voir si le peuple va se révolter ou non, parce que les Italiens, quand même, ils sont pas aussi endormis que les Grecs ou les Chypriotes, hein, je le rappelle. La technique de Bruxelles, c'est de faire revoter les gens, voilà, tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas fait revoter les Français, mais ils ont utilisé un traître, hein, Nicolas Sarkozy, pour faire dire oui, hein, non pas comme la première fois, mais via le traité de Lisbonne. C'est une trahison totale du peuple. C'est une forfaiture. C'est une forfaiture. Ce sont vraiment des coups d'État. Bref. Et donc, du coup, ceci explique toutes les censures. Ouais, tout ce qui passait en Italie, en Espagne, je pense pas que vous en ayez vraiment entendu parler. Non, mais attends, une nouveauté. C'est noyé dans la somme d'informations. Une nouveauté, chers spectateurs. Madame Rissen, ministre de la Culture, donc, alors elle est éditrice, hein, c'était la patronne d'Actes Sud. Figurez-vous que maintenant, quotidien.com est interdit de lecture au ministère de la Culture. Ça, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Attends, non seulement d'être le journaliste le plus censuré en France, je suis censuré en tant qu'écrivain, je suis censuré. Cher Saint-Père, on vous ferme les portes. Non, mais l'esprit ne peut pas souffler partout. Non, mais c'est moi qui ai les clés. Donc là, ils peuvent fermer toutes les portes qu'ils veulent. Je rappelle, c'est moi qui ai les clés. Très juste, très juste. Donc, un écrivain français censuré par le ministère de la Culture français, dont la ministre est une éditrice elle-même. Attends, c'est absolument scandaleux. Mais en même temps, plus il nous censure, mieux on se porte. Hein, parce que là, effectivement, et ça je l'ai vu à Colmar et avec tous mes lecteurs, là les gens voient bien à quel point on les prend pour des crétins, quoi. On leur fait prendre des vessies vraiment pour des lanternes. Alors tiens, à propos de vessies et des lanternes, vous avez vu, alors j'ai un peu chaud là, vous avez vu que j'ai une antenne, hein. Je ne sais pas si on le voit là, c'est ma connexion, hein, avec, voilà. Vous avez vu qu'on nous a bassinés pendant une semaine entière avec le mariage princier, dont on n'a que faire. Enfin, je comprends pas. Je veux dire, bon. Alors, moi, j'ai remarqué que ça n'intéresse que les femmes et les homos. Hein, je sais pas pourquoi. Hein, Stéphane Bern, etc. Ils sont tous à fond dans les mariages princiers, les trucs. Ok, on s'en fout un peu. Mais en revanche, voyez un autre événement qui se passe en Angleterre. Et je peux vous dire que c'est du jamais vu. L'activiste Tommy Robinson, qui se trouvait devant un tribunal à Leeds, où allait se tenir le procès d'une quinzaine de personnes pour viol d'enfants, rien que ça, hein, a été arrêté dans la rue par les Bobbies, donc les Bobbies c'est les policiers anglais, alors qu'il diffusait l'arrivée des criminels en direct sur sa chaîne Facebook. Alors, donc petit 1, il a été arrêté parce qu'il commentait un procès ignoble, et ceci à la demande du juge qui allait juger les prévenus. Oh, ok. Et 2, Robinson a été condamné sur le champ à 13 mois de prison ferme, avec interdiction à la presse anglaise d'en parler. Alors ça aussi, même pour les Anglais, c'est du jamais vu. Ouais. C'est du jamais vu. Il a été condamné sur le champ, et la presse anglaise, donc il y a eu 4-5 journaux... qui en ont parlé quand même. Non, qui ont retiré leurs articles. Non mais attends, mais c'est la première fois qu'on peut même plus commenter, je veux dire, on peut même pas parler, enfin un procès c'est public. Oui. C'est public, eh ben non. Et donc là, on est rentré dans un système orwellien, voilà. Oui. De swiftness, la vitesse avec laquelle l'injustice s'est abattue sur Tommy Robinson est absolument hallucinante. Non, plus que ça, c'est terrifiant. Sans qu'il puisse avoir accès à un avocat, déjà. Robinson a été jugé totalement sommairement, donc ça me rappelle le procès des sorcières. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? Il a été condamné à 13 mois de prison ferme. Et il a été envoyé immédiatement à la prison de Hull. Parce que lui, il dénonce les gangs de violeurs musulmans qui s'attaquent à des gamines, hein, des gamines de 13 ans, 10 ans, 9 ans, etc. Hein, parce que la dernière épouse du prophète, je crois que c'était, je me souviens plus quoi, je crois que c'était Fatima, non ? Enfin bon, avait 9 ans ou 10 ans, hein, donc hein, c'est une grande tradition, on va dire. Hein. Puisque je crois que c'est en Arabie Saoudite, l'âge du mariage légal a même été abaissé. Alors, je ne sais plus si c'est en Iran ou au Pakistan, peu importe, à 8 ans ou 9 ans. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, pour cette raison-là, il avait déjà été... parce qu'il filmait, parce qu'il en parlait. C'est incroyable. Alors, je dis, bah oui, Orwell était anglais. Hein, raison pour laquelle il a si bien compris ce qui allait se passer dans le futur dans son pays. Et sur ordre du tribunal, donc, des journaux ont été obligés de retirer leurs articles sur cette affaire.
Je suis même stupéfait qu'ils aient obéi. En Angleterre, le pays qui se considère comme celui de la liberté totale de la presse et phare mondial de la liberté d'opinion. Il faut dire aussi que tout ce qui a trait à la pédophilie, c'est... non, mais attends. Il ne faut surtout pas en parler. Parce que ça soit des musulmans ou pas, on parle de réseau derrière. Non, mais attends, il y a la suite. C'est certain. Alors, la raison pour laquelle le juge, écoute bien, a pris cette décision et que Robinson était déjà condamné à du sursis pour avoir couvert un premier procès de viol d'enfants, blabla, parce que la justice anglaise voulait faire passer sous le radar parce qu'il s'agissait de gangs musulmans. Très important de comprendre ça. Il est vital de maintenir la paix sociale, comme vous le savez. Donc là, vous comprenez mieux. Alors, pour défendre Robinson, comme d'autres journaux anglo-saxons, je vous donne la liste de tous ceux qui étaient... voilà. Alors tiens, je vous donne quelques exemples pour que vous ayez une idée. Monsieur Amere Singh Dhaliwal, 34 ans. Donc, il est chargé pour 54 crimes, dont 21 pour viol et 14 pour proxénétisme, dont 11 petites filles, de 2004 à 2011. Irfan Ahmed, 32 ans, donc 9 crimes pour photographie pornographique d'enfants. Mohamed Kamer, 32 ans, blabla, 9 crimes, dont 2 pour viol d'enfants, etc., etc. Voilà, non mais, c'est du délire. Enfin, je veux dire, mais en quel honneur un juge peut-il interdire à la presse de couvrir l'événement? Mais c'est insensé. Vous avez toute la suite sur la revue de presse. Alors, c'est que des viols d'enfants, parfois même âgés de 9 ans. C'est monstrueux, voilà. Alors, autre mort de la démocratie, alors vous allez comprendre, parce que tout se passe en ce moment, en ce moment même. Alors, mon cher Cardinal Fent, ça le fait, Cardinal Fent, c'est un côté allemand. C'est pas mal, ouais. C'est un côté allemand. C'est pas Ratzinger, mais bon. Ouais, il y a un côté Munich, il y a un côté ISO 9000. ISO 9000. Cardinal Fent. Attention, Dankeschön. On va parler d'un pays qui fâche. Oh, bah là, oui. Mais c'est très, très intéressant. Ah, mais c'est très peut-être que intéressant. vous avez vu l'information passer là aussi, noyée dans la masse d'informations. Donc, vous êtes tous au courant des Palestiniens qui, le jour où l'ambassade américaine a été venue inaugurée à Jérusalem, avec notamment des évangélistes qui étaient là pour féliciter Donald Trump d'avoir acté ce genre de choses, avec encensement de tout Israël. Bibi était là, tout le monde était content, voilà, sauf que il y avait 1760 Palestiniens qui étaient là et qui disaient non. Non, il y a 1700 blessés. C'est beaucoup plus que ça. Oui, 1760 blessés et dont 60 abattus. 60 abattus. Attends, 60 morts. Ça a fait, vous l'avez vu. C'est du tir au pigeon. Ça a fait un tel scandale que là, forcément, BFM et consorts ont été obligés d'en parler. Parce que BFM, là, en plus, attends. Sur les réseaux sociaux, ça a été... BFM qui appartient à un Israélien et BFM VC... Non, l'autre. VC News. VC News, qui est piloté là aussi par un grand sympathisant du Bêta. Serge, bonjour à toi. On se connaît bien, parce qu'on a démarré nos carrières ensemble. Donc c'est intéressant. Ils ont très vite botté en touche. Très vite. Forcément, ils étaient un tant soit peu obligés d'en parler. Donc voilà ce qu'il en est. Alors, afin que Tsahal puisse abattre ces gueux palestiniens sans que cela fasse de scandale international, 2 députés vont faire voter une loi afin, écoutez bien, d'interdire à la presse locale et internationale de photographier et filmer ce type de massacre qui donne une très mauvaise image du pays israélien. D'ailleurs, vous avez vu aussitôt, donc on parlait de BFM et de VC News, ont hérité d'une campagne de publicité, alors celle-là vous la voyez depuis un bon moment, pour passer vos vacances en Israël avec une femme, voilà, enfin tout ce qu'il faut pour donner envie, assez tourné vers les femmes, le soleil, la plage et tout ce que vous pouvez imaginer, histoire de donner une bonne image comme quoi il fait bon vivre en Israël. Allez passer vos vacances en Israël, vous ne serez dérangé par rien d'autre que la doxa du régime de Bibi. Donc c'est là où c'est très dommageable pour les libertés au sens large du terme, notamment celle d'information, entre celle que vient de vous lire Saint-Père de ce qui se passe en Angleterre, ou ne serait-ce que le fait d'informer. Maintenant, c'est plus possible, ça c'est vraiment Orwell. Et là, pour le coup, avec ce qui s'est déchaîné contre Israël de la part de la communauté internationale, là aussi, on voit, il y a De Villepin qui a été très clair là-dessus devant Jean-Jacques Bourdin. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'écho, au moins en France, de la part d'un politicien. Mais voilà, en Israël, maintenant, il ne sera plus possible de filmer et de faire part de ce qui s'y passe réellement. Ça sera sous couvert. Juste, il y a une info que j'avais donnée à l'époque sur quotidien.com. Je crois que les Espagnols ont fait voter la même chose suite aux affrontements qu'il y a eu en Espagne, justement, contre le gouvernement
de la politique d'austérité européenne. C'était il y a 2-3 ans. Alors je sais pas si la loi a été votée, mais il est interdit désormais, je crois, de filmer les policiers espagnols en train de frapper les manifestants. C'est la même. Et d'ailleurs, on a vu que Gérard Collomb, il était sur le point de dire, bah finalement, je pense que ça nous pend au nez déjà en France. Hein, oui, c'est quasiment sûr. Puisque l'autre jour, il a dit c'est aux manifestants de se débarrasser des black blocs. Exactement. Hein, ce n'est pas normal que les black blocs cassent et que les manifestants n'ont pas de responsabilité. Alors, genre, à Monsieur Collomb, je vous rappelle, hein, c'est la loi, hein, on ne peut pas se faire justice soi-même, hein, je vous le rappelle, c'est le b.a.-ba. Mais comme il est un peu vieux, Christophe Colomb, là, il sait même plus ce qu'il dit. Macron est obligé de lui faire plaisir, de lui donner un ministère d'État, hein, parce qu'il a été son premier supporter. Donc c'est son remerciement à Monsieur Collomb, dont la femme, d'ailleurs, va se présenter à la mairie. Hein, donc tout ça, c'est de père en... C'est comme Sarkozy qui avait voulu mettre son fils... Hein, qui s'était planté dans sa première année de droit, il voulait mettre président de l'EHPAD de la Défense. Ah, ouais. Le mec, ils népotisme. deviennent fous. Donc voilà, alors finalement Israël, pour ceux qui en douteraient encore, devient un pays où l'apartheid est roi, et encore soutenu plus ou moins par une ensemble de la communauté internationale. C'est ça qui est incroyable, et que parmi tous ces massacres, il n'y a aucune sanction, il n'y a encore aucune sanction qui a été entreprise pour l'instant. On demande ce que fait l'ONU dans cette histoire. Mais l'ONU, arrête, mais c'est un truc des Américains, mais c'est une plaisanterie. On est d'accord, mais c'est là vaste fumisterie. Pour ceux et celles qui douteraient encore, soyons clairs sur ce qui se passe. On n'a plus la liberté réellement de pouvoir dire ce qu'il en est. Lutter contre le système renforce le système. Et je pense que ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, puisque en tant que Saint-Père et cardinal, hein, il soit bon de pouvoir vous transmettre l'Esprit de Dieu, hein, ce à quoi on résiste perdure. Donc, quelles seraient les différentes alternatives par rapport à ça ? À part le fait de tous nous unir, et puisque le diable aime diviser, hein, le diabole, tant que nous restons dans cette séparation, cette division entre communautés, gens de couleur, hommes, femmes, eh bien il sera très 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 difficile, voire impossible, que nous puissions faire poids et mesure, parce que juste un petit chiffre, 1% de la population mondiale possède 86% des richesses mondiales. Donc 1%, 86%. Bénédiction à tous les sans-dents, à tous les pauvres. Donc unissons-nous, arrêtons de voir ce qui nous sépare. Voilà. Arrêtons de voir ce qui nous sépare. Alors, on parlait de la liberté de la presse. Alors, autre information, je pense que vous... Alors, celle-là, vous l'avez vue, c'est amusant. Parce que là, on touche au point. Mais là, il y a deux choses qui Là, il y a deux choses qui se télescopent. Écoutez bien. Alors, mort de la démocratie, donc troisième volet, en France, via Erdogan. Alors, que vient faire le président turc dans cette affaire? Ben si. Le journal Le Point, qui défend toujours les intérêts américains. Vous l'avez toujours remarqué. D'ailleurs, il y a Bernard-Henri Lévy dedans. Donc, et puis, il y a tous les mecs du qui sont invités au Bilderberg, qui ont des éditeurs, qui sont éditorialistes. Hein. Donc, Le Point, qui défend toujours les intérêts américains, a décidé de faire sa une sur le président turc Erdogan. J'ai marqué Erdogan, c'est drôle. Avec la manchette « Le dictateur ». Un rappel non déguisé au film de Charlie Chaplin, qui avait tourné en dérision, et avec talent Adolf Hitler et Benito Mussolini. Donc vous voyez déjà l'association d'idées auquel voulait Le Point, hein, parce que c'est Adolphe. Voilà. Mais une vraie première, des Turcs vivant en France ont décidé de s'attaquer à tous les kiosques à journaux dont le dos porte une ou plusieurs affiches de cette une du Point. Et à coups de manches de pioche, ils ont détruit quelques kiosques, voire les vidéos. Vous allez le voir, les gens ont filmé, c'est complètement fou. Afiş böyle indirilir aşağı. Afiş böyle indirilir. Voilà. Onlar indirdi, biz indirelim o zaman. Kavga çıkarmadan. Adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Çıkar bakalım onu. Comment en sommes-nous arrivés là en France? C'est quand même incroyable. À ce que des gens qui ne sont que des invités, hein, je le précise, hein, parce que c'est des travailleurs immigrés, se permettent de casser des kiosques sous prétexte que le titre ne leur plaît pas. Hein, ils ont qu'à retourner en Erdoganistan, en Turkistan. Je comprends pas, hein, parce qu'il y a quand même fondamentalement, même si la liberté de la presse en France est limite, hein, on a encore une certaine liberté. Certes, Le Point n'est que le vecteur de la grande manipulation de la CIA, qui a raté son coup d'État. Mais ça a été un échec, mais dans l'histoire de la CIA, c'est du jamais vu. Qui a raté son coup d'État en Turquie contre Erdogan. Du coup, les États-Unis, étant maintenant devenus les ennemis d'Erdogan,
ils agitent toute la presse internationale qu'ils contrôlent contre le méchant turc, dont Le Point. Vous comprenez maintenant, on rattache tous les wagons. Bah oui, c'est intéressant. Mais ce que cette affaire quand même révèle avant tout est que n'importe quelle communauté en France, aussi petite soit-elle, se donne la permission de s'attaquer aux biens, aux personnes, vu le laxisme qu'on a accordé à toutes les autres communautés. À vomir, voilà. C'est triste. Hein. Voilà ce qu'est devenu la France aujourd'hui. Tiens, puisqu'on parle de la déchéance totale de la France, je te donne cette information parce que ça va te rappeler quelque chose qu'on avait donné ensemble il y a, je pense, 5-6 ans à la radio. Regardez bien où en arrive la France. C'est très intéressant. Voilà, de toute façon, vous avez pu constater dans un billet précédent où tout ce qui a trait aux bijoux de famille de la France est en train d'être vendu petit à petit. Là, c'est une proposition de vendre les HLM de Paris. Un grand pas français vers la Grèce. Oui. Alors, vous avez été nombreux à signaler au Saint-Père cette petite information qui fait tout de suite écho à ce qu'on a dit donc il y a 3-4 ans. Les villes de Madrid et Barcelone avaient vendu tous leurs HLM à des fonds américains, dont Goldman Sachs. Parce que la ville était en faillite, à cause des emprunts toxiques et ainsi de suite. Ouais, c'est comme avec Weimar où finalement ils rachètent Bien tout. Sûr, pour donc, sans parler des Grecs qui vendu non seulement leurs immeubles, mais également leurs îles et aéroports, enfin bon, voilà. Les plages. Eh bien voici que certains élus de la ville de Paris ont décidé de faire la même chose. Vendre les HLM afin de renflouer les caisses. Les conseillers de la capitale progressistes, constructifs et indépendants, PPCI et ex-LR, et démocrates et progressistes ex-PS, proposeront, je cite, un plan quinquennal visant à vendre chaque année 1% du parc social de la ville de Paris. Anne-Christine Lang, conseillère de Paris, et député République En Marche de la 10e circonscription de Paris. Voilà, c'est ça qui est important. En Marche défend ainsi, je cite, une question de fluidité et de mobilité dans le parcours social. Fluidité, mobilité dans le parcours social. C'est du n'importe quoi. En fait, c'est une affaire purement financière. Je continue ce qu'est ses propos. Vas-y. On a un problème avec la classe moyenne. Salaud de pauvre. Qui vit avec 2 SMIC. Salaud de pauvre. Salaud de riche. Qui vit avec 2 SMIC, c'est honteux. Et les prix du marché à Paris, même quand on a un peu plus de moyens, se pose toujours ce sujet d'accession à la propriété dans le parc privé. Fin de citation. L'équipe d'Anne Hidalgo entend bien leur adresser une fin de non-recevoir, qualifiant cette proposition, je cite, d'aberrante, parue dans la Tribune. Notre lecteur Spartacus commente, je cite, HLM à vendre à Paris, comme en Espagne, sauf qu'un pauvre expulsé aujourd'hui sera le miséreux de demain. Et un révolutionnaire après-demain, et ses enfants aussi. Cette première tentative n'aboutira pas, mais les jours d'Anne Hidalgo sont comptés. Avec la nouvelle équipe à venir, soyez certains que cela reviendra sur le tapis. Évidemment. Et c'est pas 1% qui vont vendre, c'est tout. Évidemment, de toute façon, la ville de Paris 1% par an, a des prêts absolument toxiques. Il faut que je revienne sur le sujet. Je l'ai déjà abordé, vous pouvez le voir sur la revue de presse. La ville de Paris est bouffée par les taux d'intérêt qu'elle paye à des banques françaises et surtout à des banques étrangères. Donc ne soyez pas surpris. Et de toute façon, Anne Hidalgo va dégager parce que c'est la plus mauvaise merde. Elle est d'une nullité, mais sans commune mesure. Enfin, vu comment elle a transformé Paris. Alors tiens, puisqu'on parle des sans-dents, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique. Parce on vous dit qu'il y a le plein emploi aux États-Unis. Ah oui, bien sûr. Et alors là, je cite là aussi une grande source de fausses news, puisque je rappelle, je suis avant tout le pape de la fausse nouvelle. Donc CNN Finance a révélé que 4 Américains sur 10 sont dans l'incapacité de payer une dépense imprévue de $400 seulement. Je crois que c'est l'équivalent pareil en France. J'en suis quasiment sûr. Enfin, oui, je pense que tu as peut-être raison. Ouais. Du genre réparation auto imprévue, voilà, machine à laver qui lâche, $400, dépenses médicales. Cela vous donne la réalité dont la presse généraliste ne vous parle jamais, préférant vous expliquer que jamais le chauffage n'a été aussi bas aux États-Unis. Oubliant de préciser que 3 ou 4 Américains sur 10 jonglent avec 3 emplois à tiers-temps, genre garçon de café le matin, débarrasseur de plat le midi et plongeur le soir. Encore plus intéressant, l'étude a été faite par une branche de la Fédérale Réserve. Non, mais c'est énorme. Là aussi, c'est un fournisseur de fausses news, c'est bien connu. Ouais. Et regardez comment CNN maquille la réalité. Il faut vraiment oser. Il dit oui, mais c'est en fait la situation s'améliore pour les classes moyennes. Tralala. Mais bande de menteurs. Mais c'est invraisemblable. Voilà. Donc vous avez le lien sur CNN. Vous pouvez le voir. Et alors, une autre information qu'on peut mettre en lien à côté, voilà, c'est qu'il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis. Alors là aussi, dont personne ne parle. C'est incroyable. C'est l'augmentation phénoménale du nombre de suicides
depuis que Wall Street a explosé, c'est-à-dire depuis le 29 septembre 2008. Vous avez des régions, des États où le nombre de suicides a augmenté quasiment de 20%. 20%. Ce sont chaque année des centaines de milliers de gens qui mettent fin à leur jour parce qu'ils sont totalement endettés. Les États-Unis sont tellement endettés, ils ne pourront jamais rembourser leur dette. Hein, ça, je l'ai toujours dit. Comme nous tous, tu le sais bien. Oui. Et ils auront besoin d'une guerre pour tout remettre à zéro. C'est pour ça qu'ils cherchent la guerre avec la Chine, avec les Russes. Ils cherchent le moindre prétexte, mais ils vont le trouver à un moment donné. Quand ils ne pourront plus rembourser tout ce qu'ils doivent aux autres pays, hein, eh bien, ils déclencheront la guerre. C'est ce qui s'est passé, hein, je le rappelle, en 1900, dans les années 30. Défaut de paiement en or sur les lingots d'or pour les autres pays, qu'a fait Franklin Roosevelt. Il a forcé tous les Américains à vendre leur or à la Fed, parce que Wall Street est tombé à zéro. Pas à zéro, mais 42 points exactement. 42. Là, vous retrouvez tous les détails dans le livre 777. Avant de faire une pause, deux nouvelles très très intéressantes. Alors, je vais en donner une. C'est Orange Bank, qui est en relation avec l'information que Laurent va vous donner. La banque Orange, pardon, se prend pour la Gestapo. Si, alors vous avez les images. Vos libertés, nos libertés, ont disparu. Puisque la toute nouvelle Orange Bank veut savoir pour quelles raisons vous retirez votre argent. Oubliez cette banque, elle n'existe même pas dans le réel. Donc, et en fait, ce que vous voyez, c'est que t'as un mec, un conseiller que t'as jamais vu, ça se trouve, le mec, il est au Brésil, au Maroc, ou Dieu seul sait où. C'est les fameuses banques en ligne. Qui surveille les comptes de notre lecteur et qui dit, vous avez retiré tout votre argent liquide, enfin une grande partie, pourquoi? Merci de me donner des raisons. Mais on t'emmerde, pardon. C'est toutes les banques font ça, toutes. Maintenant, au-delà d'un certain seuil... Mais voilà, mais on est rentré dans le fascisme bancaire. Et mon cher Laurent, à toi l'honneur, puisque... ensemble, on avait fait 777 il y a bien longtemps, et bien voilà, on y est, 10 ans plus tard, on y est. Sans être marqué, tu ne pourras ni vendre ni acheter. L'Inde passe aux empreintes digitales et à l'iris. Et oui, la CIA a vraiment mis le paquet pour empêcher les hindous d'acheter de l'or. Rappelez-vous, le New York Times a fait un grand article sur l'obligation désormais faite à toute la population d'enregistrer ses empreintes digitales, son iris et son visage. En effet, désormais en Inde, vous ne pourrez plus ouvrir un compte en banque, ni une ligne téléphone, toucher votre retraite ou obtenir des prestations sociales si vous n'avez pas effectué cette, entre guillemets, formalité. En clair, si vous n'avez pas été marqué, impossible de toucher une paie ou ouvrir un commerce sans avoir été marqué. Alors, tu le disais, il y a de ça encore déjà. De toute façon, on est tous marqués, le fait qu'on ait une carte bancaire. Le fait qu'on a l'obligation d'avoir un compte bancaire, déjà, sinon on est mort socialement, on n'existe pas. On est mort social. Tous les interdits checkés le savent, ils sont morts socialement. Alors, donc, rappelez-vous ce qui s'est passé il y a un an de ça. En Inde, la population a été ruinée du jour au lendemain afin de les empêcher d'acheter la seule chose qui horrifie les USA, de l'or, auquel les Indiens sont totalement accros. Le plan est donc simple. Numériser chaque citoyen et le bancariser de force. Ainsi, en le projetant dans la modernité du virtuel, cela lui passera l'envie d'avoir de l'or comme au Moyen-Âge. Voilà pour cette information qui est quand même énorme en tant que telle, puisque l'Inde est le premier pays à devenir totalement virtuel, où l'argent, monnaie, n'existe plus du tout. C'est pas le premier. Aujourd'hui, la Chine a fait des progrès colossaux. Oui, c'est vrai. Voilà. La Chine a fait des progrès colossaux, mais il faut le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Chine, par exemple, c'est Ambrose Evans Pritchard qui notes. Bon citoyen, mauvais citoyen. C'est amusant d'ailleurs, parce que c'est Ambrose Evans Pritchard qui m'a raconté ça à Rome, justement, parce que son fils, alors je ne sais plus s'il est à Pékin ou à Singapour, peu importe, il va souvent en Chine. Aujourd'hui, en Chine, si vous payez avec de l'argent liquide, vous êtes vu comme un paysan, quoi. Vous êtes vu comme un gros lourdeau. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne pouvez payer que de manière électronique. Et maintenant, pire que ça, c'est-à-dire que là, en Chine, ils sont déjà au-delà de 777. C'est-à-dire que maintenant, tout citoyen est noté pour sa civilité. Oui. Si tu es un bon citoyen, tu peux voyager. Si tu es un mauvais, tu ne bouges pas de chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des points. C'est un peu comme le permis américain à points. Ou le permis à points, tout simplement. Et donc, si vous dépassez un certain nombre de points d'incivilité, eh bien, vous avez interdiction de prendre le train et interdiction de prendre l'avion. Je ne sais pas si vous imaginez où on va. Le Parti communiste et son président ont décidé qu'en 2020, tous les citoyens pourraient être notés sur la base de leurs données personnelles et professionnelles. C'est le crédit social. Ce système de notation à l'échelle de tout un pays pourrait ressembler à ça, car il existe déjà. Voici le site officiel de la ville de Suining et son règlement d'évaluation de la population.
Comme notre permis de conduire, c'est un système à points, 1000 étant le maximum. Griller un feu rouge fait perdre des points, mais cela va beaucoup plus loin. Mal s'occuper de ses enfants, 50 points en moins. Critique ou diffamation du parti sur les réseaux sociaux, 100 points de perdu. En revanche, le bénévolat rapporte 10 points, et si le parti vous reconnaît comme citoyen modèle, on en gagne 100. Ceux-là peuvent bénéficier d'une aide pour créer une entreprise, les autres peuvent perdre leur emploi. Vous voyez, et tout ce qui se passe en général au Japon, en Chine, parce que maintenant ils sont au même niveau que les Japonais en termes de... Moi j'ai toujours vu en tant que journaliste informatique, par définition, que les Japonais avaient toujours 10 ans d'avance sur nous. Les Chinois ont bien rattrapé. Voilà, et on y va. Et je pense que d'ici, ça recoupe la suppression de l'argent liquide, la volonté de l'Europe de vouloir supprimer l'usage de l'argent liquide à partir de, je pense, de 2021. C'est la suppression de tous les DAB en ce moment. Vous avez vu qu'en Bretagne, je ne sais pas si tu as entendu cette affaire, en Bretagne, il y a à peu près 15 jours, tous les distributeurs automatiques étaient en panne. En France, en Bretagne, je précise bien. Et donc personne ne pouvait retirer de l'argent. Et les distributeurs sont enlevés les uns après les autres. Donc bientôt, disparition totale de l'argent liquide. Bienvenue dans le règne du diable, de la bête à 7 têtes qui sort de l'océan, de la planche à billets, bien entendu. Chers spectateurs, chers lecteurs, bénédiction sur vous, nous allons faire une mi-temps. Nous allons faire une mi-temps, nous allons nous recueillir en prière. Sachez que tu sais que depuis quelque temps, je prie pour la France, parce que j'ai le sentiment que la France court un grand danger. Ça fait maintenant 4 mois que je prie. Et donc, et dans mes prières, j'ai intégré tous nos lecteurs, voilà, et tous nos spectateurs. Donc, bénédiction à nouveau sur vous, que votre ange gardien souffle à votre oreille, et nous allons revenir après cette pause. À tout de suite. Ando, coffee. Next. हाँ भाई, तुम क्या लाए हो? चुपचाप सारा पैसा इस बैग में भर दो। पीछे अकाउंट नंबर लिखा। Security! Security! जी मैडम। बजरंगी? बजरंगी? फिसल गई जुबान? सेंटा फ्रेश खाओ, जुबान पे लगाम लगाओ। Chers amis, nous sommes de retour dans la revue de presse internationale avec le cardinal Fent. Bénédiction sur vous, chers amis, que Dieu vous accompagne et qu'il vous protège via son ange gardien. Amen. Amen. Justement, on va amener toutes les arnaques bancaires. Et alors, cette semaine, on en a une pléthore, c'est invraisemblable. Alors, c'est pour ça, justement, puisque j'étais à Rome et que c'est la tenue de rechange officielle de François, du pape François. Donc, vous voyez, j'ai toute la panoplie. Donc, bénédiction à nouveau sur tous les lecteurs qui ont participé au financement de cette tenue authentique du pape. Merci à vous. Alors, escroquerie via hedge fund américain. Alors, la SEC, le gendarme de Wall Street, a mis derrière les verrous 3 gestionnaires du hedge fund new-yorkais Premium Point Investment. C'est un point, c'est tout, quoi. Mais là, c'est le point final, on peut dire ça comme ça. Pour une fraude massive portant sur des centaines de millions de dollars aux dépens, évidemment, des pauvres clients, entre guillemets, qui leur avaient confié leurs fonds à gérer. Mais la cavalerie n'a pas duré, puisqu'en 2016, déjà, la firme n'a pas pu payer ses clients. Laisse, je gère, comme dirait Madoff. Amin Majidi, Anilesh Ahuja et Jeremy Shore avaient minimisé leurs pertes, augmenté artificiellement les valeurs et pour compenser ont pris des commissions massives que les clients n'ont pas dû apprécier. Et donc à partir de ce moment-là, tout est parti en vrille évidemment puisque les clients se sont plaints et donc la SEC qui est pourtant assez lente à réagir comme on l'a vu depuis 10 ans, là pour le coup, elle n'arrête que du menu fretin bien entendu, des petits magouilleurs alors que les banques, les fameuses too big to fail, comme on dit, trop grandes pour tomber, ont pignon sur rue, font 100 fois pire dans ce type d'arnaque chaque jour. Voilà, c'était sur Institutional Investor. Merci à notre lecteur, Monsieur Balran. Bénédiction à vous, Monsieur Balran, comme le fait Saint-Pierre. Voilà, les 2 doigts en avant et pointés vers le haut.
Cardinal Fent. Oui, bah, on reste toujours aux États-Unis avec une escroquerie de la Merrill Lynch. Un célèbre basketteur américain, Kame Brown, a porté plainte contre la banque Merrill Lynch, l'accusant d'avoir imité ma signature et rempli des documents en mon nom afin d'investir mon argent dans des produits dont je n'ai jamais entendu parler, nous dit-il. En résumé, Brown sait qu'il a 17 millions en compte chez Merrill. Il se rend à l'agence où il s'entend dire que son compte a été fermé car il n'y a plus rien dessus. Voilà. And it's gone. Tu sais, c'est dans South Park. And it's gone. Voilà. C'est un côté déjà vu, effectivement. C'est un côté totalement comme déjà vu. par exemple, rappelons-nous, la JP Morgan qui a ruiné le millionnaire pilote de ligne qui a inventé dans les années 80 le système de réservation informatique Sabre. Ouais, comme les banques ont en effet imité les signatures de juges et envoyé des millions de saisies à des pauvres gens au nom de tribunaux et de juges qui n'ont jamais existé, cette arnaque de la Merrill Lynch ne nous étonnera guère, même si cela reste à prouver devant un autre tribunal. Voilà, c'est Bloomberg qui nous en informe. Donc voilà, ce qui marche là aussi, bien. c'est une fausse news, selon M. Macron. Vous avez vu que M. Macron, Saint-Macron, a fait voter une loi pour punir les fausses news, les diffuseurs de fausses news. Donc à mon avis, je suis en tête. Je suis en tête de gondole, comme on dit là, pour le coup. La foudre de Dieu tombera sur l'Élysée, comme sur Vatican. Absolument, comme sur le Vatican. Le jour où Benoît XVI a démissionné, la foudre est tombée sur le Vatican. Et je rappelle que la foudre est tombée également sur l'avion de François Hollande. Et d'ailleurs, tu te souviens, j'avais dit qu'il ne finira pas son mandat à cause de ça. Oui, il l'a fini. Non, il n'a pas fini, parce Hollande. que... Non, il n'a pas fini. Non, c'est Apolline de Malherbe sur BFM qui a tout résumé. Au 1er décembre, il a abdiqué. Il a abdiqué. Abdiquer, ça veut dire quoi? C'est un terme qu'on utilise pour les rois. Ça veut dire qu'il prend sa couronne et il la dépose. Voilà. Et le pouvoir était donné. Alors, techniquement, tu as raison, il a fini son mandat, mais il n'a pas fini son... Il n'avait plus le pouvoir. Donc, je suis désolé, mais quelque part, j'avais quand même j'avais raison sur cette affaire. Et d'ailleurs, il était en pleurs, le Hollande, quand il l'a annoncé, et qu'il ne se représentait pas. C'est vraiment fascinant. Donc alors, maintenant, on va en Suisse. Là, nous avons une banque suisse qui a égaré 7 millions de dollars, rien que ça. De l'un de ses clients, évidemment. Pas les leurs, logique. Et si la banque a été condamnée à rembourser le client, elle avait bien entendu refusé de le payer, elle a attendu que le tribunal le condamne, et n'a payé que par contrainte, eh bien, elle a continué sa bataille en justice. Maintenant, elle accuse le client de ne pas avoir prouvé ce qu'il avait vraiment perdu. Alors, je sais plus... C'est énorme. Oui, mais le journal suisse, 20 minutes, se garde bien de donner le nom de la banque. Donc, si nos lecteurs suisses pouvaient nous donner le nom de cette banque, ça m'arrangerait parce qu'au moins, ça nous permettrait de compléter le papier. C'est quand même absolument incroyable. Les banques suisses sont toutes pourries jusqu'à l'os. C'est vraiment sûr. Et alors, comme le remarque notre lectrice, Madame Parel, le client a le défaut d'être turc. Bah oui, c'est tête de turc. Un premier article sur la façon très curieuse qu'on en a en Suisse de juger une affaire simple entre un client et sa banque. Je ne peux m'empêcher de penser que si le client avait été suisse, le résultat aurait été différent. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Parel. Bing, bénédiction sur vous. Alors là, on va au Japon, où les banques veulent garder l'argent des morts. Avec une population âgée, puisqu'en moyenne de 65 ans au Japon, les banques régionales voient leurs clients mourir les uns après les autres. Logique. Du coup, elles ont décidé de garder leurs économies afin de pouvoir elles-mêmes survivre. C'est logique. Donc voilà, alors attention, il ne s'agit pas d'un vol, comme la Commonwealth australienne, mais une tentative désespérée des petites banques de ne pas mourir, faute de clients. Voilà. C'est un peu comme toutes les ONG, là. On voit les pubs d'ailleurs à la télévision. Vous allez mourir, mettez-nous sur votre testament. Tu as vu ces pubs? Non, je ne l'ai pas vu. Ah si, il y en a plein. En général, c'est pendant les vacances de Pâques, etc. Tu vois, quand il n'y a plus de pubs sur les écrans de télé, notamment BFM et VC News, eh bien, on a ces publicités d'ONG, genre Secours catholique et d'autres. Alors, tu parlais des morts, maintenant je vais parler des enfants. La Commonwealth Bank, qui a eu les honneurs de la revue de presse il y a à peu près 2-3 semaines, est de retour. Rappelez-vous, précédemment, les banquiers n'hésitaient pas à facturer des conseils bancaires aux clients morts. Eh bien, cette semaine, les autorités de régulation australiennes ont découvert que les banquiers ont pioché dans les comptes enfants, ouverts par des gentils parents attentionnés. Ils n'ont pas hésité à casser les tirelires des gamins de 10 ans pour le mettre sur leur compte à eux. Quoi de plus naturel pour un banquier? Et avec une licence bancaire en plus, s'il te plaît. Je propose à la ministre de la Justice qu'on relâche tous les malfaiteurs qui ont eu le courage. On a une ministre de la Justice, mais complètement siphonnée, la pauvre fille. Non, mais
tu la vois à la télé, mais tu sais même pas si elle a toute sa tête, quoi. C'est hallucinant. Bref, donc je lui propose qu'on relâche tous les malfaiteurs qui ont eu le courage, bah oui, d'attaquer une banque avec des armes à la main. Parce que franchement, du coup, ils passent pour des enfants de cœur. Des enfants de cœur. Oui. À côté des banquiers qui, eux, se servent directement dessus. Tout bien considéré, ils ne feront plus de mal, puisque les banques, désormais, n'ont plus un seul euro en agence. Bah oui, c'est logique, non? Ah, puis ça va libérer quelques places en prison. Et c'était sur le Guardian. Merci à notre lecteur Michel qui l'a repéré donc avant moi. Il nous dit d'ailleurs, après les morts et les vieux, il se tourne vers les enfants. Quelle époque? Bientôt, il faudra dire des banquiers la même chose que les Belges disent des Hollandais. Recomptez vos doigts après leur avoir serré la main. Bah, moi je vous dirais, ne serrez pas la main de votre banquier déjà pour commencer. Déjà, vous avez peut-être une chance de vous en sortir. La dernière arnaque de la Banque Postale pour vous empêcher de partir, donc là nous sommes en France bien évidemment, une information vue sur Twitter, je cite « Quand j'ai fermé un compte à la Banque Postale, le guichetier m'a demandé si je voulais mes centimes. » Non. C'est énorme. Et il me fallait... Vous voulez vos centimes? Ah bah sinon je les garde, hein. Ah bah tiens, Banque Postale, non mais ils en sont là à gratter les centimes, ça. Et il me fallait également l'autorisation des gens, alors ça c'est énorme, il me fallait également l'autorisation des gens qui avaient procuration sur mon compte. Alors ça, c'est invraisemblable. En tant que Pierre II, j'ai le privilège de maudire la Banque Postale. Banque Postale, vous êtes maudits, vous irez tous cuire en enfer, hein, littéralement. Et que tous vos clients se barrent, qu'ils aillent à la BNP, parce que la Banque Postale, c'est la banque la plus pourrie en France. Mais c'est du jamais vu. Vous vous rendez compte? Vous êtes propriétaire du compte et vous avez donné procuration éventuellement à votre si femme, jamais vous êtes malade, etc. Votre fils, Mais attendez, mais vous avez tout à fait le droit. C'est vous qui levez la procuration. J'annule la procuration. Au moment où vous fermez la compte, vous annulez la procuration. Point, terminé. Il n'y a pas de discussion. Non. Vous n'avez pas besoin d'avoir la permission. Il faut l'autorisation des Mais la Banque ceux qui ont Postale procuration. demande l'autorisation. Autrement dit, si vous avez divorcé de votre femme, par exemple, eh ben, rien que pour vous embêter, elle va vous dire non. Hein. Non mais c'est du n'importe quoi. Ce sont des voleurs. Banque Postale, voleurs. Vous êtes pourris. Et je vous maudis. Voilà. Un autre lecteur, cette fois Edmond, qui nous dit ceci, je cite « J'ai appris une chose, que la Banque Postale se réserve le droit de clôturer des comptes, même des clients fidèles de plus de 30 ans, écoutez ça. Si ces derniers ont des comptes trop souvent à découvert. » Non mais écoutez la suite. Surtout. Un ami a été victime de cela et n'a pas pu se défendre. Il ne peut plus toucher son salaire. Voilà, tu n'as plus de compte bancaire, tu es mort socialement. À chaque fois, on revient au livre de recettes 777, c'est quand même incroyable. Vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire, vous êtes mort. Hein, vous êtes à la merci de votre banquier. Et malheur aux pauvres, parce que tous les gens qui tirent le diable par la queue, excusez-moi, elle était facile, qui sont à découvert, donc, tombent sur ce genre de problème. Et vous allez voir qu'on en a d'autres d'informations. Quand bien même vous avez un compte chez eux depuis 30 ans, ce qui est énorme. Comme quoi, finalement, vous n'êtes qu'un numéro, et si vous pouvez raquer, vous raquez. Si vous ne pouvez pas raquer, on vous vire. Voilà, exactement. Tout autre chose maintenant avec les chiffres de la Banque de France sur le surendettement. Et en 5 ans, plus d'1 million de dossiers supplémentaires ont été déposés. La crise est passée par là. Il y a une tendance lourde et inquiétante, un profil type de surendettés en quelque sorte, des personnes seules. Cela concerne 64,2% des surendettés. Et c'est encore plus difficile quand on atteint une certaine tranche d'âge, au-dessus de 55 ans. Alors là, c'est un papier qui s'appelle Héloïse Benamou. Avait raison. Héloïse, bisous à vous. D'un côté, on surmédiatise la petite fraude pour culpabiliser, justifier les suppressions prochaines d'aides sociales. De l'autre, nos dirigeants, M. Macron, M. Philippe, créent volontairement des déficits pour obtenir l'objectif ci-dessus et laisser la grande fraude sans punition, nous dit notre lecteur Spartacus. C'est dans l'Humanité, le journal descendant. Alors, Unédic, les évadés fiscaux font leur beurre sur l'argent des chômeurs. Ah, c'est drôle, l'Humanité se réveille. Mais l'Humanité n'a jamais eu le courage, les burnettes, les noisettes, pour parler du livre d'Héloïse Benamou. C'est intéressant, Kleptocratie française. Les journalistes de l'Humanité sont des trouillards, c'est invraisemblable. Alors, des citoyens ont retracé le circuit très opaque de la dette de l'assurance chômage française. Tiens, leur enquête montre que Alors attends, en plus c'est des citoyens, c'est même pas les journalistes de l'Humanité. Tu vois à quel point ils sont nuls, quoi. C'est invraisemblable. Eh, les journalistes de l'Humain, mais vraiment, quelle bande de pecnos vous êtes, hein, c'est hallucinant. Bref, leur enquête, donc, montre que les détenteurs de cette créance, auxquels l'Unédic verse 400 millions d'euros d'intérêts par an, 400 millions d'intérêts, on parle que des intérêts, opèrent dans les paradis fiscaux. Magnifique. Oh,
Il découvre. Magnifique. Ah, c'est magnifique l'humanité, bravo. On vous enverra pas le livre d'Héloïse Benamou. Si ça vous intéresse, vous l'achetez. Bande d'enfoirés. C'est vraiment les journalistes de l'humanité. Alors, juste, les plus grands annonceurs dans l'humanité, ce sont les banques. Hein. En général, c'est l'Association française des banques. Je me souviens, j'avais vu une pub pour, dans l'humanité. J'ai halluciné, je comprenais pas. Autant pour la presse communiste. Hein. Voilà, lire ici l'humanité, journal de Pouilleux, qui découvre les scandales 2 ans ou 3 ans après tout le monde. C'est vous, mon cher cardinal, qui nous parliez qu'aujourd'hui, je ne sais plus quel journal, c'est Challenge, je crois, qui maintenant utilise un logiciel d'intelligence artificielle pour écrire les articles. Alors, ou c'est un autre journal? Non, c'est un autre journal. C'est lequel? Je crois que c'est un américain. Mais lequel, dites-nous? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et pour le coup, ma mémoire me fait défaut, mais l'information existe. Oui. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir des billets qui sont écrits... Des articles, vous voulez dire? Des articles des billets de banque. Oui, des articles écrits par des ordinateurs. Le plus possible maintenant, c'est de virer le maximum de journalistes. Donc la direction est celle-ci. Après, bon, vous en avez parlé, très Saint-Père, toute la presse éditoriale, presse écrite, etc., se casse la figure, licencie à tour de bras. Ouais. Pour que la presse écrite, ils vont la remplacer par des logiciels d'intelligence artificielle. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, excusez-moi. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, oui, mais on pourrait peut-être penser qu'au moins les ordinateurs ne promulgueraient pas des fake news. Ah oui, c'est le problème des fake news. Vous en êtes le pape, hein, vous savez très bien de quoi il s'agit. Absolument, tiens, encore une fake news. Tiens. La caisse d'épargne vide aussi les poches des morts. Suite à l'information donnée à propos de la banque australienne qui se sert sur le compte des morts, un courrier de notre lecteur, Monsieur Bonte. On vous salue. Bénédiction sur notre lecteur, Monsieur Bonte. Je vous écris concernant un litige qui m'oppose à la caisse d'épargne des Hauts-de-France suite au décès de ma grand-mère, dont je suis l'un des héritiers. Cette dernière était cliente donc de cet établissement et possédait des livrets d'épargne. Figurez-vous que cette banque prélève des frais exorbitants lors du transfert des fonds chez le notaire chargé de la succession, auquel de 50 € plus des variables correspondant à 1% des avoirs du client. Magnifique. Donc là, il leur gratte de 500 € ou 5000, je sais plus, pas mal, non? Il a fallu que je demande au notaire de me fournir le justificatif, cette petite taxation, etc. etc. Bon, bref. Alors, notre lecteur a saisi le médiateur de la région et il n'entend pas en rester là. Alors, il nous dit, n'hésitez pas à faire circuler cette info. Ben voilà, on la donne, bon courage. Je vous les donne depuis 6 ans, 7 ans, voire 10 ans, avec le cardinal Fent, hein, vous le savez. Donc, c'est un vrai scandale. Mais vous avez vu qu'avec l'aggravation phénoménale de la crise bancaire, maintenant, ils se servent. Mais tous les jours, ils volent. Parce qu'ils n'ont plus rien à foutre, c'est ça? Exactement. Plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Alors, puisqu'on parlait de la caisse d'épargne avec le très Saint-Père, Pierre, voici toujours la caisse d'épargne qui vous met à découvert pour vous faire payer des agios. Vous n'y croyez pas? Il n'y a pas qu'elle. Oui, on en a souvent parlé ensemble de ça, hein. Même elle s'y mise. La caisse d'épargne copie les banques américaines, en particulier la Wells Fargo qui avait, rappelez-vous, vidé les poches de plusieurs millions de pauvres gens. Donc là, c'est une information de l'un de nos lecteurs, je cite, « Aujourd'hui, il est arrivé une drôle d'histoire à ma compagne avec la banque caisse d'épargne. Au mois d'avril, ma compagne a envoyé un chèque au trésor public pour rembourser sa prime d'installation. Elle est fonctionnaire. Quelques jours après, elle a été créditée de ce chèque et a donc été largement à découvert du 11 avril au 13 avril, le temps qu'elle réalimente son compte et s'aperçoive du découvert. Elle reçoit aujourd'hui 8 € de frais de découvert et 8 € encore de frais pour avoir consommé un Starbucks cette même journée où le chèque a été crédité. C'est pas fini. Et le meilleur est encore, pour la fin, les frais de 12,50 € de lettres d'information de la banque pour avertir d'un découvert de 2 jours. Alors qu'ils auraient pu très bien envoyer un SMS, un mail le jour même, mais non. Ils facturent le timbre, le fait d'imprimer, l'enveloppe, le papier, enfin la totale. 12,50 €, c'est énorme. Ah oui, mais c'est énorme. La lettre ne coûte que 50 centimes à tout casser. Ah oui, plus la totale. Quelle arnaque des banques. Mais sinon, la reprise est là, hein, multiplier 28... Salaud de pauvre. Alors, on fait un petit calcul, hein, c'est très simple. Multiplier 28,5 € par 3 ou 5 millions de comptes chaque mois qui se retrouvent à découvert. Et vous volez dans les poches des gens, c'est énorme, 712 millions d'euros par mois. Par mois. Voilà, donc par an, x 12, et vous obtenez 8,5 milliards d'euros volés, voilà, rackettés. Cool, le racket, voilà, c'est le racket des banques dans vos poches. C'est beau de pouvoir voler les gens en plein jour, en toute légalité, sans que vous vous en retrouviez en prison. Ça s'appelle être banquier voleur en 2018. Exactement. Alors que le mec, il va voler... Je crois que c'est toi qui avais donné cette information, je m'en souviens, sur la radio ici maintenant, il y a 6-7 ans. C'était le cas d'une dame qui avait des enfants et qui avait volé, je crois, une baguette ou dans un supermarché qui a été condamnée à 3 mois de prison. Oui, bah là j'ai vu aussi une information. Là j'ai vu aussi une information qui est passée. C'est en France, hein. Ouais. Hein. Il avait volé là récemment dans un supermarché des pâtes à du riz. C'est ça. Il s'est pris
Alors semaine, mois, prison ferme. Donc, je me disais en moi-même, et c'est la réflexion qu'on s'était faite, nous deux, lorsque j'avais eu cette information, c'est qu'au moins il sera nourri, logé, blanchi en prison. Mais c'est ce que font les Américains. Non, mais là c'est un phénomène nouveau au Japon. Le Japon est tellement endetté qu'il ne peut plus payer les retraites. Et donc que font les retraités japonais? Ils volent exprès des choses dans les magasins. Donc ils arrivent, ils le disent. Hein. Je vais voler quelque chose, hein, appeler la police. Comme ils dorment dehors. Et à force, en fait, ils veulent être mis en prison parce que là au moins ils sont nourris et logés. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Ça, c'est au Japon aujourd'hui. Le Japon, le pays le plus endetté au monde avec de la fausse monnaie. Il faut le dire. La planète est totalement endettée. On va vers une explosion globale totale. Une dette colossale, 1 2 milliards de yens, soit 15 zéros, mais aussi quelques 7 700 milliards d'euros. Le Japon est le pays le plus endetté de toutes les nations. Selon le FMI, sa dette représente environ 245% du PIB. Le gouvernement du conservateur Shinzo Abe a annoncé hier un plan de réduction des dépenses publiques. En 2 ans, il se chiffre à 62 milliards d'euros. Le remboursement de la dette représente un quart des dépenses du budget nippon entre avril 2013 et mars 2014. Pour la même période, le Japon finance près de la moitié de son budget par l'émission de nouvelles obligations. On ne peut pas résister au poids de cette dette, c'est invraisemblable. Je veux dire, quand on a au Japon, mais c'était même pas envisageable il y a 20 ans, hein, on nous parlait du Japon comme le summum de l'évolution technologique, de la paix sociale, il n'y a pas de crime, etc. Non, il n'y a pas de crime, mais il n'y a pas de prestations sociales non plus. La preuve, c'est que les retraités sont à la rue, voilà, littéralement. Alors, toujours avec les banques, un banquier cette fois, qui détourne 58 000 euros des comptes de ses clients. Donc un autre lecteur, M. Morel, a vu que, je cite, ses victimes, au nombre de 20, lui faisaient une confiance aveugle, car le jeune homme de 27 ans était adjoint au responsable de l'agence. Il travaillait pour une banque sérieuse et en a profité pour... Est-ce que ça existe, une banque sérieuse? Une banque sérieuse, et en a profité pour bafouer ses clients. Fin de citation. Pointe le substitut du procureur. Le prévenu choisissait soigneusement ses victimes, un vrai vampire. Des étrangers, des gens non lettrés, des membres de la communauté des gens de voyage, des personnes dont il savait qu'elles ne regarderaient pas ou ne comprendraient pas ce qu'il se passait sur leur compte. Ouais. Bah oui, de toute façon, qui comprend aujourd'hui, à part via votre intermédiaire Saint-Père, ce qui se passe de ce vocabulaire langagier, bancaire, on comprend rien, ouais. C'est fait exprès. Bancaire. Voilà, il débitait, puis recréditait en prenant sur d'autres comptes les sommes, il les virait sur son compte, sur celui de sa petite amie, de sa mère, de sa demi-sœur, bref, il avait les complices. Hein. Les préjudices se montent jusqu'à 31 000 euros pour l'une de ses victimes. C'est un petit bras. Hein. Avec l'argent, le jeune banquier, oui, mais il avait les dents qui rayaient le parquet hein, pour un jeune vampire. A contracté, avec cet argent gagné, volé, a contracté des prêts immobiliers, s'est acheté un appartement, une voiture, voilà. Fin de citation. Quand les chargés de compte de bas étage copient en tout point leur grand patron de l'étage le plus élevé, à nouveau, cela vous montre le niveau très bas, non seulement du recrutement, mais surtout celui du contrôle du risque et des comptes. Oui, que fait l'équivalent de la SEC gendarme, on se demande. Hein. Bien entendu, la banque, vous nous dites Saint-Pierre, que vous pensez que c'est la Société Générale. Oui, je pense que c'est la Société Générale. C'est bien gardé de rembourser tout le monde, hein. Bien évidemment. Mettant l'un des clients sous signalement avec Tracfin, donc la SEC, l'équivalent de la SEC en France. Voilà. C'est une info parue dans La Charente Libre. La Charente Libre, on salue nos collègues de la Charente Libre. Là aussi, c'est une fake news. Alors tiens, les mésaventures de la Barclays Bank. Hein. Tu te souviens, mon cher Laurent, la mésaventure de ce retraité de 93 ans, je crois, à qui le chargé de compte de la Barclays Bank à Paris avait vendu une assurance vie, 92 ans. Il aurait mieux fait de confier son âme à un prêtre, hein, voilà. C'est quand même, ça aurait été plus logique, mais non, c'est le banquier qui s'y colle. Hein. Et bien entendu, donc 2 millions, je crois que c'est 2 millions d'euros, enfin bon bref, donc procès, les enfants ont fait des procès à la banque, etc. Enfin c'était une escroquerie monumentale. Donc la Barclays Bank anglaise, écoutez bien, a vendu toutes les agences en France à la banque Mileis. Hein, vous avez vu Toutes les agences de la Barclays Bank en France ont été vendues à Mileis. Vous avez vu des pages entières de pubs dans le Figaro Magazine, etc. C'est des pubs vraiment moches. Hein. Les mecs, ils sont même pas foutus d'embaucher une bonne agence de pub, quoi. C'est assez dingue. Alors, elles ont été vendues au fonds d'investissement parce que derrière la banque Mileis, qui se cache qui se cache derrière la banque Mileis. Voilà, bon, on va vous le dire. Anacap,
on en a déjà parlé, dans laquelle Goldman Sachs a des parts via un jeu de billard à 3 bandes. Bah, tu connais Goldman. Hein. Il faut dire que le nom même de cette banque, Barclays Bank, a été sali par divers scandales et je pense que nous y avons contribué largement, hein, on peut se flatter d'un truc, au changement de nom. En revanche, dans le reste du monde, Barclays Bank n'a pas réussi à trouver un pigeon pour la renflouer. Donc, alors écoutez bien, parce que ça c'est vraiment drôle, elle cherche à se faire racheter par un concurrent direct. Alors quand une banque essaie de se faire racheter par son concurrent direct, c'est que vraiment ça pue. Hein. C'est vraiment, ça sent le soufre. Hein, sauvez-moi. Les mecs, ils vont être ils vont faire la manche au feu rouge sur Oxford Street. Celui qu'elle essaie de convaincre de le racheter, c'est la Standard Chartered, une vieille banque anglaise qui a fait fortune en vendant de la drogue aux Chinois. Hein, alors je vous dis, tiens, c'est le Financial Times qui nous le donne, là aussi c'est un grand fournisseur de fake news comme vous le savez. Barclays Bank explores mergers with rival banks. Private talks with Standard Chartered, blablabla. Alors depuis donc ils ont dit non, c'est pas vrai, etc. Bon, bref, il faudrait qu'on nous explique alors pourquoi la Barclays Bank a vendu tout son réseau bancaire français à un fonds inconnu nommé Anacap, tiens, hein, puisque si tout va bien chez vous, Barclays Bank, enfoiré. Tu te souviens, on avait donné dans cette revue de presse, c'est eux qui avaient fait tout le maquillage avec une banque qatari ou saoudienne, où ils s'étaient vendus, revendus, etc. pour masquer leur faillite. C'est elle. Hein, okay. C'était elle. Nous-mêmes, moi, je me souviens, je m'étais repris 4 fois pour comprendre ce qu'ils avaient fait. Bref, quand une très grande banque cherche à se faire racheter par un concurrent direct, c'est qu'elle est mourue depuis longtemps. Ça me rappelle l'année 2009. Les mauvaises affaires reprennent, hein, comme on dit. En ce moment, la situation est extrêmement tendue. D'ailleurs, à l'heure même à laquelle on vous parle à nouveau. Hein, à l'heure même. Donc, on va y venir alors. Il est l'or, monseigneur. Il est l'or, monseigneur. Vas-y, puisqu'on parle d'or. Un milliardaire met la moitié de sa fortune dans l'or. Le cours ne bouge pas. Eh oui. Pour vous montrer que le cours de l'or est toujours joyeusement manipulé, cette information à propos du milliardaire égyptien Naguib Sawiris, financier du parti politique Al-Masraïn Al-Ahrar, qui a mis la moitié de ses 6 milliards dans des lingots d'or. Et le cours n'a pas bougé. Donc 3 milliards. Hein. Voilà. Pour ne pas être victime d'une nouvelle explosion de Wall Street. Bah oui, parce que tout le monde sait. Tout le monde sait. Voilà. Et bien donc, le cours de l'or n'a pas bronché. Logique, hein, il est totalement bidonné, raison pour laquelle vous ne devez pas en tenir compte. Sawiris est défavorablement connu des Grecs, à qui il avait proposé de racheter une île afin d'y héberger tous les migrants en provenance d'Afrique. Ouais. Il va de soi que les Grecs ont failli avoir une crise cardiaque en entendant la proposition. Tu m'étonnes. Et c'est sur Kaiser.com, notre ami Kaiser. Notre ami Max. Ouais, pour Bonjour Max, puisqu'on parle de ça. Alors l'or est la seule bouffée d'air frais, j'allais dire, dans ces pays en faillite. Alors, je vous donne dans l'ordre. La lire turque a été massacrée au point que la population craint maintenant que sa monnaie finisse comme le bolivar, dans le caniveau. Mais, vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 ans, les banques turques demandaient aux citoyens de leur vendre leur or. Leur vieil or, je précise, pas le nouveau. Hein, ou de le mettre en garde chez eux, hein, dans un coffre. Bah voyons, hein, et puis... Donc la lire turque, elle est mourue. Voilà. Et M. Erdogan a même supplié les citoyens turcs, de ne pas acheter des devises étrangères. Bah, tu m'étonnes qu'ils vont se précipiter pour le faire, hein, pour sauver leurs économies. Sinon, ils vont se faire rétamer, les mecs. Rétamer. Bref. Ensuite, Venezuela. J'en ai parlé peut-être tout à l'heure. Le bolivar ne vaut même plus son poids en papier. Oui. c'est quand même fort. C'est quand même fort. Parce que c'est... Non, mais c'est dingue. L'inflation du pays décrite dans le livre 666, on en a parlé là aussi ensemble, est celle qu'ont connue les Yougoslaves sous la dictature du banquier fou Milosevic, ou les Allemands sous Weimar. Seuls ceux qui ont transformé leurs économies en pièces d'or passent au travers, je vous le dis. Je vous en supplie, ne m'envoyez pas 20 000 messages. Là, comme, sur quotidien.com, en haut, vous avez tout sur l'or. Hein, vous avez Joubert, vous avez CCO, vous avez le comptoir national de l'or, je crois. Vous avez tous les PDF, les machins, etc. Pour savoir ce que vous devez faire ou pour répondre à vos questions. Donc, seuls ceux qui ont transformé leurs économies en or passent au travers. On ne sait pas trop comment cela va se terminer, car tous les habitants, maintenant, écoute bien, parlent du régime Maduro. Alors, ce n'est pas un régime politique, c'est un régime alimentaire. Mais parce que comme ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus rien acheter à manger, parce que plus personne n'accepte la monnaie qui ne veut plus rien,
Alors, au bout d'un an de ce régime, si j'ose dire, eh ben, les gens ont vraiment perdu du poids physiquement. Oui. Et il y a même, alors j'ai vu ça à la télévision, il y avait un Vénézuélien qui montrait sa ceinture, il dit voilà, j'ai perdu 20 kilos en un an parce que je mange plus, mais finalement c'est pas mal. Et il y a même le président Maduro qui a été pris à la télévision parce qu'il fait des directs avec les citoyens. Les citoyens se foutent ouvertement de lui en disant que grâce au régime Maduro, ils ont bien maigri. Why are you so skinny, Gustavo? Have you been jogging? What happened to him? Maduro's diet. Maduro's diet makes you hard. No need for Viagra. Wow. The currency is so devalued, some shopkeepers weigh the money rather than waste time counting. And if residents are lucky enough to find food on the shelves, prices are out of sight. This plantain costs what your house cost 25 years ago. Wow. I mean, there's clearly two options there. Either inflation is completely out of hand, or that is one incredible plantain. I mean, world-class plantain. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop le cas pour les enfants. Non, mais c'est incroyable. Alors, donc, régime Maduro, grâce auquel ils ont perdu entre 10 et 20 kilos, puisqu'il n'y a plus rien acheté. Alors, chères spectatrices et chers spectateurs, vous avez vu toutes ces pubs à la télévision sur BFMVC. Je m'appelle Laura et j'ai perdu 12 kilos en 3 mois avec Comme J'aime. Et moi, 42 kilos. 4 mois, 13 kilos. Perdez vite vos kilos. Testez Comme J'aime sans payer. Vous perdrez plus d'1 kilo dès votre première semaine, sinon vous ne nous payez rien. Attends, vous emmerdez pas avec ça. Hein. Allez au Venezuela, passez un mois au Venezuela, vous allez voir. Vous allez revenir sain d'esprit. Donc au moins un avantage des pays dont la monnaie ne vaut plus rien. C'est au moins vous perdez du poids. Alors l'Argentine, bah, on en a parlé au début. Si. Le pays va connaître sa énième faillite. Alors je pense que c'est au moins la 10e ou la 11e. Hein. Surprise, anyone? Leur monnaie ne vaut plus grand-chose et à nouveau, seuls ceux qui ont été prudents en investissant dans l'or ont sauvé leur épargne. Zimbabwe, bon, pas besoin d'en rajouter. Et je vous rappelle, cher lecteur, que nous sommes au 21e siècle. Et manifestement, les leçons de Weimar n'ont servi à rien. Et de Hitler n'ont pas été retenues. C'est incroyable. C'est invraisemblable. La fausse monnaie amène les dictatures. Des vrais dictateurs. Hein. Relisez Weimar. Enfin, si vous ne l'avez pas lu, mon dernier livre sur Weimar, justement, c'est complètement dingue. Tous ces pays-là, Venezuela, Argentine, Zimbabwe, etc., tous ces pays, eh bien, devinez ce que font les gens. Et ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans les crypto-monnaies. Parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent. Qui reste. Bah, le gouvernement les empêche d'acheter de l'or, évidemment. Enfin, il complique la chose. Et tiens, alors justement, pas besoin de tout lire, mais devinez qui se met dans les crypto-monnaies. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais Goldman Sachs. Vous allez le voir. Parce que Goldman Sachs, évidemment. Ils n'ont aucune emprise jusqu'à maintenant. Alors, autant ils critiquent d'un côté, et puis de l'autre, ils disent bon, on va quand même investir dans les crypto-monnaies. Le mot d'ordre des médias vendus aux banques a été de tuer le Bitcoin et les crypto-monnaies puisqu'elles concurrencent directement, de manière sauvage, les banques elles-mêmes. Cependant, si Goldman Sachs a crié au loup, condamnant officiellement les cryptos, officiellement également la banque a décidé d'acheter une plateforme pour en vendre. Carrément, voilà. Cherchez la logique. Cherchez l'erreur. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est la première étape. La seconde vient de tomber. Merci à notre lecteur Christophe. Je cite Rana Yared, directrice générale de Goldman Sachs, a déclaré qu'après avoir été inondée par des demandes de ses clients, la banque allait leur permettre de spéculer sur le Bitcoin. Lorsqu'un client nous confie, je cite, « Je veux détenir du Bitcoin ou des contrats à terme, car je pense qu'il s'agit d'une réserve de valeur alternative, cela nous interpelle, dit-elle. Même si les détails de cette initiative restent vagues, Goldman Sachs ne devrait pas commencer par offrir à ses clients un moyen d'acheter et de vendre directement du Bitcoin. Une variété, entre guillemets, d'instruments financiers, avec, pour commencer, des contrats à terme, devrait dans un premier temps être proposés. Donc, lire ici Crypto-Finance, qui nous en informe. Voilà, merci à eux. Comprenez par là, vendre et acheter quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il s'agit de mise sur les montées ou descentes du cours du Bitcoin, une grande spécialité de la Goldman Sachs. Et surtout, in fine, baisser le cours des cryptos. Ben oui, mais parce que ça leur permet de tout racheter. Il y a même une enquête ouverte en ce moment aux États-Unis pour manipulation des cours du Bitcoin et de l'Ethereum, enfin surtout du Bitcoin. Parce que c'est les gros acteurs qui sont en train de tout racheter. Et ben voilà, il est évident que Goldman Sachs
prend ses positions dans la crypto-monnaie en achetant des compagnies qui ont acquis une position stratégique. Ci-dessous, un Polaroid des crypto-monnaies après le massacre orchestré par la Fed pour tuer les cryptos comme l'or. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est là où on voit que, puisqu'elles n'ont pas la main mise jusqu'à maintenant et qu'elles disaient non, 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 surtout n'achetez pas, c'est du vent, ça n'existe pas, les gens s'y engouffrent et elles sont obligées, emportées par le flot des gens, de faire comme... et pour juguler, pour avoir la main mise dessus. C'est ça qui est super intéressant. Mais je me souviens de Nabila. Ouais, qui en parlait. Nabila, tu sais, t'as pas du shampoing, t'as pas de bitcoin. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Eh bien, Nabila a reçu un avertissement via Twitter, entre guillemets, de la part de l'autorité des marchés financiers français. Attends, l'autorité des marchés financiers français qui s'adresse à Nabila. Je sais pas si tu vois le truc. Je vois bien le tableau. Les mecs, ils ont vu ces seins, ils ont pété un plomb, quoi. on va lui expliquer le bitcoin, hein. Lol. Nabila, il ne faut pas acheter du bitcoin. Hein. Il faut du vrai bitcoin, si j'ose dire. The controversial cryptocurrency Bitcoin hit a new record high of above $5,000 on Thursday, making it 4 times more expensive than an ounce of gold. At the start of this year, it was worth $966, but its market capitalization is now close to the total assets at Goldman Sachs. Some investors are warning of a bubble, but with near unprecedented returns, many are piling in. C'est quand même incroyable parce qu'on voit que les financiers nous disent au grand public, n'en achetez pas, surtout touchez pas ça, c'est dangereux, blabla, ça pue, caca. Alors que toutes les grandes banques se sont ruées dessus via des filiales. La preuve, Goldman Sachs vient d'acheter de la filiale. On vient de vous donner toutes les informations. Mais ceci est une fausse news, évidemment. Nous allons terminer cette revue de presse avec des informations intéressantes. Alors, d'une part, je voulais le dire, vous allez le voir derrière nous, toutes les boutiques vides, toutes les photos que les lecteurs nous ont envoyées, il y en a de plus en plus, c'est effrayant. C'est énorme. Mais c'est, hein, tu as vu sur la revue, enfin c'est incroyable. Mais j'ai jamais vu ça, Nous, on était les premiers à en parler il y a 6 ans, en disant c'est un signe infaillible de la destruction totale du système économique. Bah voilà, maintenant, ça s'accélère. Notamment en Belgique. Belgique, Suisse, partout. Je veux dire, c'est mais la rue la plus chère. La rue la plus chère à Bruxelles a perdu 10% tous les 10% des magasins sont fermés. Clair, net et précis. Comme si les Champs-Élysées, il y avait 10% de magasins fermés. Et exactement. Allez sur quotidien.com, vous allez retrouver toutes les photos, toutes les informations. Belgique, Suisse et surtout, bien entendu, France. Mais avant, je vais vous parler des vols, parce que maintenant, tout est volé, tout et n'importe quoi. Alors, par exemple, dans la ville de Rosières, en Santerre, ça porte bien son nom quand même quelque part, la municipalité a une mauvaise surprise. Les fleurs de la commune ont été dérobées à plusieurs endroits. C'est incroyable, quoi. Tout ça en une nuit. Tout ça en une nuit. Ensuite, le journal L'Avenir nous apprend que dans le petit village de Philippeville, les voleurs sont partis avec 7 agneaux emportés en plein jour. Et toujours dans la catégorie animaux, un client de la jardinerie Floralie Garden de Bétheny a subtilisé un perroquet. Et pas n'importe lequel, la mascotte du magasin Oasis, perroquet Youyou, dont l'espèce est originaire du centre-ouest de l'Afrique. C'est un perroquet qui parle, donc manifestement. C'est fou, moi je pense qu'il devrait voler BFM, BFM et toutes les télés et radios qui vous donnent pas d'infos, qui sont juste les perroquets de la fausse info, parce que la fausse info, elle vient de BFM, pas de nous. Voilà. Et, mon cher cardinal Fent, à vous l'honneur pour cette dernière information qui concerne quelque chose de très spirituel finalement, et qui vous donne le tempo de ce qui va se passer, de ce qui se passe au Vatican, quelque part. Alors, cette semaine, nous avons 2 vols étonnants. Commençons par celui du clocher de l'église du Mont Sainte-Geneviève en Belgique, qui ne pesait pas moins de 782 kg. 782 kg. Les voleurs avaient bien calculé leur coût, et la cloche sera très certainement fondue, puisqu'en général, les cloches sont en bronze. Lire ici Sudinfo, merci à notre lecteur, Monsieur Nichols. Enfin, le second concerne le vol d'une récolte d'asperges. Un agriculteur de Clermont-Lérault, victime d'un vol d'asperges le week-end dernier, met en garde l'auteur du larcin contre une possible gastro-entérite. Écoutez bien, vous allez rire, les asperges dérobées venaient tout juste d'être traitées avec les engrais. Donc Éric Imbert, agriculteur de 51 ans installé à Clermont-Lérault, a découvert le week-end dernier que son aspergeraie avait été saccagée par un ou plusieurs voleurs. Au total, près d'une dizaine de kilos d'asperges se sont volatilisés. Et l'agriculteur nous dit « Ça fait 29 ans que je produis des asperges et je n'avais jamais vu ça. » Voilà, c'est intéressant, ça vous montre bien que ce sont vraiment
des informations extrêmement pertinentes parce que ça vous donne un Polaroid. Je veux dire que pour aller chercher des asperges, mais c'est les mecs qui sont il faut vraiment en vouloir. Bah, les sans-dents ont faim. Hein. Les sans-dents ont faim. Hein. Et puis en plus, quand t'as pas de dents, les asperges, c'est pratique quand même, quelque part. Voilà. Donc ils ont volé la cloche aussi, hein, vous avez vu. Hein, voilà. Je sais pas comment, mais c'est un sacré logistique hein, pour voler 700, presque une tonne, quoi. Comment ils ont pu faire ça, c'est un truc de dingue. C'est hallucinant. Donc, et on va terminer cette revue de presse avec ce qui se passe au Vatican. Alors, vous avez cette information-là, le Vatican dans la tourmente d'un énième scandale homosexuel. Un prostitué homo mêle escorte, hein, du nom de Francesco Mangiacapra, a produit un dossier de 1200 pages, dans lequel sont impliqués de nombreux prêtres menant une double vie entre leur ministère et un compagnon homosexuel. Ils déclarent ne plus supporter une telle hypocrisie. Ils sont consignés aussi des noms des séminaristes, des photos, des messages, blabla, des WhatsApp, enfin la totale. Le tout a été envoyé à l'archevêque de Naples, le cardinal Crescenzio Seppe. Je me souviens que la RAI avait posé une caméra dans une voiture, juste parce qu'en face du Vatican, il y a une espèce de sauna. Vous voyez le tableau. Et donc, ils ont mis une caméra cachée hein, là-dedans. Et le soir, à partir de 21h, ils ont vu tous les cardinaux, les machins, etc. qui veut... C'est la fête du slip. C'est la fête du slip, voilà. Donc, ça vous montre bien que le Vatican, aujourd'hui, est pourri jusqu'à l'os. D'ailleurs, la preuve. Le pape est hérétique, c'est officiel. Alors, j'ai vu ça sur le Grand Réveil. Alors, c'est une explication très théologique pour expliquer pourquoi il est hérétique. Bon, on n'a pas besoin de ça. Hein, parce que déjà, un pape catholique qui demande d'accueillir tous les migrants musulmans, etc., on voit ce que ça donne en Allemagne, en Suède, etc., dans toute l'Europe, hein, des viols, des machins, des trucs, bon on en passe, c'est des meilleurs. C'est absolument effroyable. Donc on a un pape qui défend l'islam. Je pense que l'islam n'a pas besoin du pape, hein, déjà. Hein, donc François, tu es un hérétique, hein, tu es un usurpateur et un imposteur. Voilà. Et le Vatican, le nouveau, il est ici. Voilà, avec le cardinal Fent et moi-même. Et alors, on a un autre exemple. Monseigneur Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille et président du Conseil pour les relations interreligieuses, des nouveaux courants religieux au sein de la conférence des évêques. Alors que commence aujourd'hui le 9e mois de l'année égérienne, celui de Ramadan, les catholiques de France tiennent à vous présenter en cette occasion leurs meilleurs vœux. Eh, t'as pas autre chose à faire, espèce de crétin hein, d'évêque, Monseigneur Aveline, t'as pas autre chose à faire, mais les églises sont vides, occupe-toi des catholiques, remplis les églises, elles sont vides à cause de prêtres comme toi, hein, à cause de toute cette homosexualité, je sais pas, je parle pas d'Aveline, en l'occurrence, j'en sais rien, sa sexualité ne m'intéresse pas, mais cette église est détruite de l'intérieur par des gens comme lui. Et vous voyez que tout va ensemble. Et c'est une sorte de... C'est exactement ce qu'il y a dans 777 en fait. Divisé, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de musique dans les églises, où sont passés les musiciens, etc. Hein, et par tous ces péchés... Elle devrait se réformer de toute façon. Elle devrait totalement se réformer. Pour moi, de toute façon, il n'y a qu'une seule église désormais. Je pense que l'église orthodoxe devrait fusionner, on va dire, avec l'église... et que on ne devrait plus avoir de prêtres célibataires, c'est terminé. Je pense que les prêtres devraient être mariés exactement comme dans l'église orthodoxe. Hein, l'église grecque, l'église serbe, l'église russe, on n'a pas de souci de ce genre de scandale. Tiens, au Chili, le pape a été obligé de présenter ses excuses lors de son dernier voyage. Les Chiliens étaient foudrages, ils ont mis le feu aux églises parce que le pape François avait déclaré que finalement tous les enfants qui ont été violés, c'est pas son problème, hein, je vous résume. De rage, les gens ont mis le feu aux églises. C'est du jamais vu. Le feu à leurs églises dans leur pays. C'est invraisemblable. Ils ont même... Bravo François, on n'a même plus besoin des musulmans hein, pour détruire les vierges, les statues de vierges et de saints dans les églises comme on voit à Rome en ce moment. Hein, t'as plein de musulmans qui rentrent dans les églises à Rome et qui cassent les statues. Mais en France aussi, on le voit partout. Donc voilà, la nouvelle église est ici, elle arrive. J'espère vous en ferez tous partie. Voilà. Cher spectateur, mon cher cardinal Fent. Très cher, sympa. Dankeschön, viele Dankeschön pour votre présence ici. Nos bénédictions à vous, chers lecteurs. Vous êtes bénis pour avoir suivi cette revue de presse. Que votre ange gardien vous guide et vous surveille et vous apporte du bonheur dans votre vie. Il n'y a que dans notre vie privée qu'on arrive à avoir quelques bonnes nouvelles. Nous vous embrassons très fort et à nouveau, bénédictions, on vous embrasse. Et je vous donne rendez-vous à toutes les prochaines signatures que vous allez voir derrière nous. C'est là où j'ai le plaisir d'échanger avec vous tous. Je vous embrasse, on vous embrasse et on vous donne rendez-vous
pour les prochaines revues de presse et les signatures. À Amen. bientôt. Amen. Amen. Amen.